Dans le vent, le podcast sur la culture hip-hop. Artistes, producteurs, personnes de l'industrie, tu sauras absolument tout. Dans le vent, animé par Pete Gaillard sur 11 MPL. Mon invité est un MC, producteur, réalisateur d'albums, compétiteur, et c'est le genre d'artiste qui serait capable d'écrire une thèse si vous lui posez cette question-là. Quelle est la différence entre un rappeur et un MC ? Vous avez 2 heures. C'est un individu qui, dès le début de sa carrière, a privilégié le collectif avant sa personne. La preuve, il a mis 15 ans avant de sortir son premier album solo. Le dude est un battant, non seulement car il a excellé dans les battle rap, mais aussi parce qu'il a commencé le rap milieu des années 2000, pas la décennie la plus facile, on va se le dire. La dernière fois, je parlais des skits dans les albums avec Axel et G. Notre invité vient d'une époque où fallait avoir les meilleurs skits dans les albums. Alors lançons les dés, car rien ne va plus. Witness est dans le vent. You are now about to witness the strength of street knowledge. Quelle introduction, man. Vraiment, that was nice. Thank you, man. Ouais, ça fait plaisir, man. Comment tu tombes dans la culture hip-hop, ou directement dans le rap, ou peut-être dans d'autres disciplines avant, ou tu sais, genre, en fait, comment tu te prends toute cette culture dans la gueule, genre? Ouais, ça, c'est une belle histoire comme plusieurs. C'est dans les 90s. C'est en 95, je me rappelle bien de l'année, bien sûr, après y avoir repensé tellement de fois. Le réel premier contact, c'est quand le grand frère, un de mes boys, Jace, justement, qui est dans mon collectif qui est tout double, avec qui j'ai fait de la musique depuis très longtemps, peut-être depuis très 22 ans. Mais son grand frère, une fois, il m'a donné un tape. Il m'a juste dit une cassette. Il m'a dit, oh, écoute ça. Puis là, j'étais comme, ah, ok, man. Tu sais, il m'a dit, tu vas aimer ça. Fait que là, je m'en vais chez nous, j'écoute. Puis là, après ça, je revois. Ce qui est drôle de l'histoire, c'est que je revois le grand frère à mon boy Jace. Fait que là, j'ai dit, oh, j'ai écouté la cassette. Puis j'ai dit, j'ai pas vraiment aimé ça. C'était c'était comme trop violent, man. Puis là, il me dit, trop violent? Là, je dis, ouais. Là, il était comme, ça se peut pas. Là, il fait, ah! Il dit, c'est vrai. Il dit, j'ai tapé Rage Against the Machine sur la cassette avant. J'avais oublié de changer le titre. Là, il me dit, excuse. Fait que là, je sais pas si ça a pris quelques jours avant qu'il me donne un autre tape ou s'il me l'a donné tout de suite d'un autre qu'il y avait. Je sais pas. Ça a dû peut-être prendre une couple de jours qu'il le retape correctement. Puis là, il me le donne. Puis là, quand il me l'a donné, je me rappelle pas non plus si c'était écrit le nom sur le tape ou si c'était écrit je sais pas quoi. Ah oui, dans le fond, je sais c'est quoi. C'est vrai qu'au début, c'était écrit Wu-Tang. C'était Wu-Tang. C'était écrit sur le tape. Okay. Wu-Tang Clan, 36 Chambers, premier album. Enter the 36, je sais pas, tu sais. Puis là, quand je l'avais mis, moi, je savais pas c'était quoi Wu-Tang du tout. Là, j'écoutais, puis en fait, ce que j'entendais, c'était Rage Against, tu sais. Des grosses guitares et tout. J'avais pas fil vraiment. J'étais trop jeune, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, Rage Against, c'est pas... j'ai la misère à écouter du Rage Against. Tu sais, je peux quand même l'aimer, là, mais... bref, fait que c'est ça, man. C'est quand j'ai entendu Wu-Tang, puis ça m'a vraiment percuté très, 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 très fortement. Là. C'est drôle parce que beaucoup d'invités ont parlé de cet album. Et on parle beaucoup de cet album comme étant un espèce d'essai, genre par rapport à Wu-Tang Forever, qui est genre plus un album, tu sais, mais il y a des bijoux comme Cannonball sur Sample, comme Cream, comme vraiment des tunes. Et à côté de ça, il y a des Brick and je me souviens jamais du nom, mais en tout cas, il y a des chansons plus brouillon un peu, genre, tu sais, mais pas vraiment, tu sais. Ah, ben cet album-là, pour vrai, moi en tout cas, mon avis sur cet album, puis je pense qu'une fois tu disais des choses diverses reliées à l'album, puis on a chacun nos opinions bien entendu sur la musique, mais moi de la façon qui m'a frappé cet album-là, et quand je le réécoute, pour moi c'est vraiment le meilleur album de rap qui existe. Okay. Il n'est pas un double album d'un collectif. Okay. D'un groupe de plus de... Même peut-être, je pourrais même ajouter là-dedans. En fait, mais tu sais, un duo, c'est plus difficile. De 2 personnes, genre. Ouais, c'est ça. Duo, c'est difficile. C'est différent. C'est genre Mobb Deep, genre. C'est ça, la musique devient différente à 2 personnes. La musique devient même différente à 3 personnes. Exact. Puis là, si t'es plus que 3, ben là, tu rentres dans une certaine catégorie. Tu sais, Bone Thugs, tu sais. Bref, vraiment, cet album-là, wow. Fait que, ouais, ça m'a tué. Je pense que le premier track que j'ai joué quand je faisais supplé, c'était Cream, il me semble. Puis genre, j'ai fait comme, what? Puis, c'est incroyable. Puis tu sais, je connaissais pas vraiment la culture afro-américaine, autre que comme la télé, puis les films, ou
ou tu sais, des gens d'origine afro-descendante dans le hood, ou dans, je dis dans le hood, mais c'était pas dans le hood, mais dans le quartier où est-ce que j'habitais. Moi, dans ce temps-là, j'habitais à Repentigny. Là. OK. Puis j'ai continué à habiter là-bas durant l'adolescence aussi, mais mes parents ont split, fait que ma mère, elle était à Montréal, OK. mon père en banlieue. OK. Tu vois, c'est la grande culture, on vient pas de New York non plus, puis j'étais pas dans les gros hoods qui avaient beaucoup une grande comment dire, communauté afrodescendante. Fait que bref, quand c'est arrivé, moi, dans ma face, puis dans mes oreilles, c'était comme une grande ouverture aussi de mes yeux, là, comme oh shit, yo, même si on a une idée, parce que mon Dieu qu'on en avait écouté du Hollywood, puis des films, puis les Blancs ne savent pas sauter, New Jack City, puis Boys in the Hood. Ouais, tout ça, tu sais, j'avais tout, même Boys in the Hood, non, mais tu sais, beaucoup de shit vraiment, tu sais, Hollywood, deep, là, tu sais, bref. Fait que ça m'avait vraiment comme très intéressé, c'est ça aussi, tu sais, c'était tellement différent. J'avais écouté du NoFX, du Offspring, puis du Beach Boy quand j'étais plus jeune, puis du Beau Dommage, puis du Metallica, puis toutes ces shit-là, tu sais, je m'intéressais à la musique, j'aimais ça, là, Real Talk, j'achetais des CD, j'achetais des discographies, puis tout. Mais quand le rap, j'ai pesé sur play, tu sais, j'avais entendu du rap, tu sais, comme Casey MNLOP, ou... ah, ok, d'accord, déjà. J'en avais entendu, il me semble Casey... en 95, il me semble que c'est la même année, justement, Casey a comme apparu. Dans mes entrevues, tu vois, Casey revient comme l'un des premiers rappeurs de Montréal. Bon, bien sûr, il y a eu Blondie, comment ça s'appelle la... Blondie B, ou je sais pas trop. Blondie B, exactement, tu vois, mais Casey, en fait, il revient vraiment comme the first one. Mais tu vois, c'est que le rap m'avait pas touché d'ici là. Okay. C'était comme quelque chose d'ultra marginal. Tu l'as vu toi aussi, souvent dans la culture. C'était comme vraiment marginal. Puis tu voyais, c'était comme, les gens dansaient un peu comme MC Hammer, puis tout, là, que ça avait l'air comme, tu sais, moi, ça m'intéressait pas, tu sais. Mais quand j'ai entendu, c'est ça, tu sais. Quand j'ai entendu Raekwon, puis Inspector Deck, puis Neuf, puis tout faire leur thing, j'ai fait, tu sais, tu peux, comme, puis en plus, à 11 ans, on est impressionnable. Même si j'avais pas été impressionnable, même aujourd'hui, ça m'impressionne encore. Tu sais, les voix sont juste ben trop. C'est vraiment. Mais je réécoute Cream aujourd'hui, bro, c'est fou. C'est fou. Mais tu sais, c'est vraiment drôle ce que tu dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui écoutent ce podcast-là. Et tu sais, quand tu te disais, genre par exemple, oui, tu sais, genre on n'est pas à New York et tout, mais pour les Français, pour les Belges qui écoutent ce podcast-là, tu viens de Montréal, qui est à 6 heures de New York, tu es en Amérique du Nord. Fait qu'il y a un truc. Tu sais, il y a un truc genre plus crédible dans le sens où tu te prends plus ça dans la gueule que nous 100%. En France, bro. 100%. Tu sais, vous êtes en Amérique du Nord ici. 100%. Montréal, c'est fou, c'est un petit New York, là, tu sais. C'est comme le petit frère de New York, là, tu sais. Fait que, regarde, dans l'histoire, je trouve ça très bien d'être le petit frère de New York, là, tu sais. Comme, let's go, là. Tu sais, il y a d'autres grandes villes aussi, comme Philadelphie, qui a eu le hip-hop, selon ce que j'en ai compris, que ça a été early, beaucoup. Montréal a une connexion juste ultra grandiose à cause des Haïtiens qu'il y avait ici. Encore, bien, toutes les familles sont là, mais je veux dire que l'immigration à Montréal avait été grande avec les Haïtiens, qu'il y avait beaucoup de familles à New York. Puis ça a resté dans l'histoire, là, tu sais, les tapes qui ont parti, qui ont passé de New York jusqu'ici, ou le streetwear, tout le kit. Bref, en tout cas, shout out à eux, man. Ouais, ça c'est clair. Ok, donc Wu-Tang. C'est quand même un démarrage brut, quoi, tu sais. Ouais, mais le pire, c'est que je savais pas vraiment si c'était brut ou non, parce que la musique, elle est quand même bien, elle est tellement bien samplée, la musique. Elle est douce à l'oreille quand même. C'est bien mixé, c'est bien masterisé. C'est pas violent. Ça coule bien. Là. C'est vraiment instrumentalement parlant. 36 Chamber est juste comme incroyable avec les trucs de ninja, les combats d'épée, puis les bouts de film, puis tout. C'est comme, t'es littéralement en train d'entendre une encyclopédie. Genre. T'es pas en train de lire, t'es en train de l'entendre. Là. C'est fou. Là. Et puis, est-ce que tu te souviens si à partir de ce moment-là, après, t'as eu la curiosité d'aller chercher des tapes ou des CD ou des trucs et plus diguer dans ce genre de musique-là où tu t'es laissé bercer puis la vie t'a amené... Ça a été... après avoir entendu l'album, ça m'a vraiment comme wow, tu sais, je l'avais écouté, j'avais pris le temps. Puis à un moment donné, là, on s'intéresse à d'autres choses. Là, mon boy, il me donne d'autres tapes, Cypress Hill. Fait que là, à un moment donné, on est comme, OK, là, on commence à vraiment mieux comprendre c'est quoi le rap. Là, d'autres personnes à l'école aussi, tu sais. C'est loin dans mes souvenirs. Ouais, ça, bien ça, sûr, au bien primaire, sûr. Là, 5e année du primaire, juste avant d'aller en 6e année du primaire, de finir le primaire en tant que tel.
Puis après ça, le skateboard est rentré dans la vie. Fait que là, ça aussi, ça a pris toute ma passion. Ben Mais oui. le skateboard et Ben le oui. rap, il y avait une certaine très, 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 très grande réciprocité qu'on peut Mm. dire, surtout pour ce qui est de New York puis le East Coast où est-ce qu'on est. Les films de skateboard qu'on achetait et tout, il y avait tellement, tellement tout le temps de hip-hop dedans. On découvrait plein de trucs comme ça Mm. aussi à cause du skate ou quand on allait dans des compétitions de skateboard ou des démos de skateboard au Taj Mahal, le rap était là. Tu sais, comme quand il y avait de la musique qui jouait dans les skateparks, souvent il y avait du rap, il y avait aussi du punk, etc. Oui, Mais il y avait aussi du punk. rap, Ouais, tu sais. nous en France, c'était plus du punk, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression, ben, en fait, pas j'ai l'impression, j'ai constaté que, parce que moi j'avais plein d'amis qui étaient dans le snowboard, qui étaient dans le skateboard et tout. Puis en France, c'était vraiment plus le punk Mhm. et le rap était très marginalisé. Tu sais, comme par exemple la culture en fait du rollerblade, tu sais. Tu sais, genre, Dans les 90s. Ouais, tu sais, genre, Les 90s, ouais, le rollerblade surtout. Ouais. tu sais, puis genre, on l'a vu dans les films, genre avec T.I. là, ATL, tu sais, où il y a les espèces de compétitions dans les Ouais. espèces de. Ouais, le sud des États-Unis, il y avait beaucoup ça, je crois. Puis ça, si j'ai compris, ouais. tu sais, c'était le rap et tout. Fait que déjà, je me rends compte que le hip-hop ici, puis que le rap était plus démocratisé en Amérique du Nord, tu sais. Ouais, mais ici, c'est quelque chose de spécial. L'histoire Québec, c'est nice parce qu'on a l'occasion dans le rap game d'en parler beaucoup de l'histoire tout de même. Mm. Mais il y a quelque chose qui est spécial, c'est le fait francophone. Le fait que le Québec soit aussi une société qui a émergé aussi de beaucoup de discrimination aussi. Mm. Puis le rap est une expression de comme, puis on le sait, tu sais, c'est contre l'oppression, tu sais, Ouais. c'est revendicateur, c'est de marge, Mm. c'est de niche ou c'est, mais en tout cas pas c'est de marge en étant de niche, bref. Ouais. Fait qu'ici, il y avait beaucoup de rappers aussi qui avaient ce sentiment d'être aussi... tu sais, quand on a commencé à rap back in the day, on rappait même pas avec l'accent québécois, real talk, tu sais. Mm. Il y en a qui l'ont fait, puis ces gens-là, je les porte en grande estime parce que je suis comme, man, t'étais vraiment à l'aise avec toi-même pour faire ça, sérieusement. Moi, puis ça, c'est quelque chose qu'on entend presque jamais, qu'est-ce que je suis en train de dire. OK. Bref, c'est ce que je trouve nice de ça, c'est que ça a amené beaucoup de gens à s'exprimer parce qu'il y a un complexe, veux pas, d'infériorité un peu relié au fait français, au Québec. Maintenant, il est plus vraiment là. Maintenant, le Québec a pris, où les gens d'ici, où la ville est devenue tellement cosmopolite, puis les gens veut pas, Montréal, c'est quand même, c'est énorme, et il y a eu tellement de grandes choses qui sont passées, tu sais, on se sent plus inférieur à des Français ou des Américains. Ou même des autres provinces canadiennes. Même Parce que Toronto, avant- j'en ai rien, tu sais, c'est comme moi, Ouais. c'est comme yo, Montréal, c'est comme yo, Ouais. fuck with us, là, Ah yo, non, we bah non, here, bah oui, là, oui, regarde, oui. la carrière qu'on a en arrière de nous, tout, Ouais, c'est ouais, comme ouais. yo. Puis les gens le savent, mais avec les battles aussi, Ouais. ça a ultra aidé, tout ça. Mais back in the day, l'an 2000 ou 99, pour bien des rappers, c'était vraiment pas le cas dans leur tête, qu'est-ce que je viens de dire, là. Ouais. C'était vraiment l'inverse. Ouais. On était comme quelque chose qui commençait. Moi, quand j'ai commencé justement à rap, c'était en 99. Puis c'est là que j'ai commencé à connaître le game, etc. Puis ça a pris du temps avant qu'on puisse vraiment se sentir 100% apte à faire un rap vraiment montréalais. Mm. Mais il faut le dire, par contre, KCMNLOP, lui, c'est un extraterrestre. Sérieusement, ce gars-là, d'avoir réussi à garder son style depuis son tout début, il me semble que c'est en 94, ou peut-être 97, son premier album, Tailleul, je pense que c'est en 97, Tailleul. Mais il avait fait d'autres affaires avant, tu sais. Ouais. Puis lui, il gardait sa façon de parler straight up. Mais c'est pour ça que ça m'avait pas touché. Bref, il y a bien des rappers qui n'étaient pas à l'aise avec le fait québécois sur la façon de rapper. Donc, on rappait un peu avec un accent international ou plus français. Des fois, il y avait des mots plus québécois qu'on poussait pour la rime. Parce qu'aussi, on ne savait pas. L'écriture commençait aussi, veut pas. Ouais. L'écriture du rap était encore dans sa naissance, encore. Même c'est con à dire. Mais ici, oui. Mm. Pas aux États-Unis. Mais Mm. pour la langue française, québécoise, il y a, ou même montréalaise de d'autres groupes ou d'autres personnes avec un background différent. Les Haïtiens aussi avaient une façon de rap qui était... Puis eux aussi, ça leur a pris certains temps. Des fois, il y avait beaucoup de gens qui rappaient en anglais, Mm. straight up. Ouais. Ben des gens rappaient en anglais. Des Québécois de natifs, des Haïtiens,
de tout, Chris Montréal, on s'entend. Fait que bref, il y a quelque chose de spécial avec ça, puis ça me tente, j'avais pas pensé en parler. Ouais. Ça me fait plaisir Ben d'en oui. parler. Ça a évolué. Tu sais, au début, c'est ça, comme j'essaie de dire, c'est que ça a été vraiment comme embryonnaire à ce Ouais. moment-là. Mi-90s, mais même fin 90s. Fait que, tu sais, quand Sans Pression est rentré, c'est là que ça a frappé fort, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je ferai un parallèle avec ce que tu as dit. Tu sais, par exemple, Dubmatic, ils avaient un rap plus lettré, mais tu sais, OTMC Ouais. était en France avant d'arriver ici aussi. Deux. Tu sais, voilà, tu vois, donc c'est un rap plus lettré. Et moi, ça me fait penser à toute l'école de Solar en France qui avait un rap très lettré versus versus d'autres rappeurs en France qui disaient ne pas se reconnaître dans ce genre de français-là très bibliothèque, tu vois, Ouais. très Bien dit. voilà. Donc c'est comme intéressant de voir qu'en fait on a eu même en France et ici, il y a eu ce point commun, tu vois, entre ce rap très lettré, très bien écrit, C'est vrai. mais Puis aussi quand la FF est des... rentrée, c'est pour ça aussi. Exact, c'est tu la vois. même époque, en plus, on parle de 98. Ou NTM, man, justement. nique ta mère, tu sais, genre C'est NTM, ça, tu sais. bien dit, Tu bien sais. vu. Ouais, direct. NTM puis la FF. Ouais, IAM était quand même Était- très clean. ouais, tu sais. très très clean, Mais ouais. C'est ça, comme tu dis, ouais, oui, Raluciano, tout ça. Mais wow. Ministère amer aussi, tu sais. Mais ici, on a été chanceux. Shout out à ceux qui travaillaient dans les distributions, les distributeurs de CD au Québec, parce que puis je pense même que le label Montreal qui avait sorti l'album de 51450 dans mon réseau de Sans Pression et L'accent Quel grave album. de Yvon Crevé. Ouais. Ce label-là, il y avait, je pense qu'ils sont à la base de beaucoup de distributions d'albums de rap européens, en fait français, ici Ouais. à Montréal. Fait que c'est pour ça vraiment hit, vraiment fort. Ah, la FF, man, avec le concert à Québec, là. Hein? Bro, ça c'était en 98, là, tu sais, c'était fou. Moi j'étais pas là, j'ai Ouais. des guys qui étaient là, puis je l'ai regretté toute ma vie, là. Ouais. Mon gars, je veux même pas en parler. Sur les plaines d'Abraham, Ah man. ouais, man. Mon Sérieux? boy Horazio de Kétoudoub, justement, Ouais. il me semble que lui était là, man, puis avec mon boy Raït de Kétoudoub aussi, puis man, je veux même... Wow. C'est drôle parce que durant la pandémie, il y avait Sat de la FF qui faisait des lives Instagram comme tout le monde qui essayait de s'occuper un petit peu le temps. Puis genre, il a reparlé de ça, man. Puis j'étais tellement fier et tout. Ouais, ouais. Genre, il a reparlé de ça et tout. Tu sais, il était comme, yo, le concert à Québec sur les plaines, man. Incroyable. C'était comme à perte de vue le monde, là. Puis tu sais, J'ai été béni au moins de voir Sat en spectacle avec Faf Larage, peut-être en 2011, 2012, au Ok. Club Soda. Ah ouais. Puis c'était... En 2011, putain, j'étais à Montréal. En plus, comment j'ai loupé ça, incroyable. sérieux. Mais c'est-tu de... Ouais, c'est ça, 2011. Sérieux, ils sont venus ici? Ouais, Sat puis Faf Ah Larage. mon dieu. Pour une raison que je ne connais même pas. Très Je pense qu'il y avait obscure. même pas- Il n'y avait même pas de show, Ouais, d'album ou- d'album, excuse-moi, c'est ça. Mais c'était au Club Soda. Le Club Soda était pas mal sold out. Puis on fait tellement tous les classiques. Là, mais wow, tous les classiques de la FF ont été faits. Puis vu que Faf était là aussi, il a fait d'autres choses. Mais attends un peu, je suis en train de me tromper. C'était pas... Il y avait Faf Larage, mais... Comment il s'appelle le gars le track qui s'appelle la mode, non? La mode, je nique les modes, je suis dedans. C'est pas Faf, ouais, c'est Faf. Je sais pas. Je Fuck sais les pas. modes, je suis dedans. Faf, c'est le demi-frère de Shuriken. là. C'est le mec qui faisait la garde, meurt, mais c'est ne ça, se rend ok, pas. excuse, c'est ça. Au Ouais, moins, ok. on parle du même Ouais, gars. ouais, c'est ça. Boom. Ok. Tu fondes le collectif Qui tout double début des années 2000. Ouais. C'est quoi, à cette époque-là, puis ça revient à ce que je disais dans l'intro, l'importance du collectif pour toi et le fait que directement tu as privilégié le collectif à toi parce que tu as sorti des albums mais vachement plus tard. C'est vrai. Donc qu'est-ce qui se passe début des années 2000 là tu dis yo je fonde un truc T'as vraiment bien remarqué parce que c'est drôle, tu l'as dit. Quand tu l'as dit, ça m'a vraiment fait sourire tantôt parce que c'est le cas, effectivement. Ben, c'est juste que, tu sais, ben, premièrement, quand t'as 15 ans et tout, les amis, tu sais, on grandit, on devient vraiment, ça devient comme des frères et tout. Puis quand on est tous passionnés de la même chose, puis on rencontre d'autres gens qui deviennent des amis encore proches. Puis la musique était tellement une passion pour moi dès le début que quand tu rencontres d'autres gens aussi que leur passion, c'est vraiment le rap. Puis ils viennent de ton quartier ou ailleurs, on se voit dans des parties, on a 15-16 ans, on chill. Puis à l'école. Exact, ouais, à l'école. Donc ça a vraiment comme, ça a été rapide que c'est devenu comme
une grande famille, puis c'était très compétitif aussi. Ouais. On voulait vraiment être à notre meilleur parce qu'il y avait toujours des cyphers et tout le monde, on rappait tout le temps, on était tout le temps en mode rap, puis les gars commençaient à faire des beats et tout, ça c'est ça, ça c'est directement à l'an 2000 justement que beaucoup des gars autour de moi commençaient à faire des beats, puis fait que pour mettre le collectif devant, c'est que c'était juste naturel aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui vont peut-être être portés à devenir plus un artiste solo. Ouais. Mais ça aurait pu être ça aussi, mais c'est que quand on travaillait beaucoup tout le temps ensemble, je ne me tentais pas non plus d'être chez moi en train de travailler une chanson tout seul. C'était beaucoup en groupe. J'allais voir mon gars, on allait travailler de la musique. On avait déjà, à l'an 2000, déjà là, j'avais travaillé une cassette, moi, solo chez nous. Wow. J'avais comme fait 15 chansons de rec avec un micro direct sur des beats connus. Incroyable. J'avais fait des copies avec une petite pochette, puis j'avais vendu ça à mon école. Avec des faces B, genre. Ouais. Face B. Ouais. J'avais vendu ça, genre, $2. J'avais vendu comme 5 copies, genre, tu sais. C'est important de dire tout ça, mais dis-le, tout ça. C'est important. Ça, c'est la base. Ouais, l'album, je te dirais pas. Non. Je dirais pas le titre. Non, mais okay. Bref. En tout cas, ça. Puis après ça, déjà, quand j'ai rencontré tous les autres gars, ça, c'était à Repentigny, justement, dans l'est de la ville. C'est une histoire du rap que peu de gens parlent, l'est de la ville. Puis il s'est passé tellement quelque chose de fou parce que l'histoire a été longue, puis elle a été fast. Puis moi, oui, j'étais à Montréal, puis là-bas en même temps. Fait que c'était, puis bien d'autres de mes guys aussi. Bref, il y a une connexion toujours avec la ville, bien entendu. Mais il s'est passé quelque chose de spécial. Fait que c'est ça, ça a resté collectif longtemps à cause de ça. Quand c'est devenu plus solo, mon affaire, ça n'a jamais en fait devenu solo parce que même jusqu'en 2020, ça a été le dernier album de K2Dub qu'on a sorti, c'est notre 3e. Ouais. Puis jusqu'à là, ça a toujours été du travail aussi collectif. Oui, il y avait beaucoup de travail solo de mon côté depuis 2010. Mon premier single solo, je pense en 2011 ou 2012, c'est le track de Skateboard. Ouais, Skateboard c'est ça. n'est pas un crime. C'est ça, C'était exact. sur un mixtape de Freak Stewart avec ben d'autres guys de Montréal là, qui est féroce. Qu'on peut retrouver sur les plateformes, sur Bandcamp et tout ça. Ouais. Exact. C'est vraiment des mixtapes légendaires. J'avais été béni de pouvoir poser un joint là-dessus. Shout out à mon boy, justement, Freak Stewart, qui m'avait bien hook up là-dessus. Mais c'est ça a resté collectif à cause de la naturalité de la chose et parce que ça allait bien aussi. Mes guys faisaient des bons beats, ils font encore des bons beats. Puis, tu sais, c'est comme réellement, je sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé quelque chose de spécial, c'est que puis des artistes vont comprendre quand on travaille avec des gens, à un moment donné, il y a vraiment une complicité qui se fait, puis comme la musique qu'ils vont faire, je vois la file. Ouais. Vu que c'est mon boy, puis genre, on vit les mêmes choses, on grandit ensemble, puis on découvre la musique ensemble d'une façon ou d'une autre, où on s'échange beaucoup de musique. Fait que quand il commence à faire des beats, mon boy Horacio, quand il a commencé à faire des beats, j'étais comme, yo bro, c'est vraiment fucking bon, là. Tu sais, j'avais 16 ans, puis je sais bien que les beats, j'y réécoute aujourd'hui, puis ils sont pas si bons que ça, mais ils sont vraiment, quand même, il faut que je le dise, ils sont vraiment bons. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, encore, je les écoute, je suis comme, man, le gars était doué, là, tu sais. Puis il y avait d'autres guys autour de moi aussi comme ça qui étaient très doués. Tu sais, j'étais comme, yo, les boys, man, vos beats sont vraiment trop bons, là, regarde, tu sais, la musique, elle venait naturellement, on écrivait des chansons. Puis ça a été quoi? C'était en 2006 que le premier projet on a sorti. C'était juste un démo qu'on a fait. Je pensais quand je racontais l'histoire, il y a pas long, je pensais qu'on avait fait genre 150 copies. Mais en relisant un dossier de subvention de 2006, quand je fêtais l'album, des 15 ans de l'album, je me suis rendu compte que non, on avait fait 750 copies quand même. 750 copies d'un démo, puis qu'on avait donné, on avait énormément vendu aussi, mais beaucoup donné à la sortie de des spectacles. Ou quand nous, on faisait des spectacles, tu sais, comme il y avait comme mais l'américaine, genre, comme DJ Quick. C'est ça, DJ Ner a fait un mix de 4 chansons à la fin, avec un gros mix. Fait que c'était comme 2 chansons, puis genre un mix de 4 chansons à la fin avec des scratchs de DJ Nerve qui mixait les 4 chansons, un medley, genre, tu sais. Fait que, tu sais, it look good. Puis on avait vraiment distribué. Ça avait fait un petit bruit. Les gens en parlaient des fois dans des forums de discussion. Puis après ça, moi, je voulais juste comme mettre mes guys de l'avant. Pour vrai, je les trouvais très talentueux. Certains, bien, ils font encore de la musique. Fait que tu sais, j'étais comme, man, guys, ça a donné que c'est pas mal moi qui ai pris le lead pendant un temps, mais souvent, tu sais, mes gars étaient très présents aussi, puis tu sais, mon but aussi, c'était pas de décider ou tu sais, je voulais aussi qu'on fasse quelque chose que tout le monde aime. Ouais. Tu sais, c'était pas... Donc ça, c'était tout un collectif dans l'est de la ville, alors. C'était vraiment l'est. Ouais, mais il y a beaucoup de guys qui viennent de Montréal aussi, mais qui ont déménagé là-bas ou qui habitent une couple qui habite à Pointeau-Tremble, blabla. Mais le core, c'est à Repentigny dans l'est. Et puis, est-ce que vous étiez du genre à vous déplacer en gang à des shows, genre le samedi, arriver en masse, en équipe, genre à des trucs?
Tu sais, Oui, il y a genre, eu salut, on est qui tout double, tac, tac, tu sais. Ouais, il y a eu des moments, on avait loué un autobus. We gonna wrap your mais c'est ass. ça, mais Kid to Dub, déjà, début des années 2000, justement, on était plein de squads, puis ça s'appelait pas encore Kid to Dub. Ok. C'est comme moi, je m'appelais même pas Witness encore début 2000. Witness est venu peut-être en 2002, genre début 2002. Puis là, on avait plein de clics qui commençaient à se faire. Comme moi, j'avais un groupe qui s'appelait l'Escadron avec 2 autres, avec Hellproof puis Horazio. Puis Horazio, lui, c'est avec lui que j'ai fondé Kid to Dub après, que ça a continué après. Ok. Tu sais. Mais il y a eu des affinités qui sont faites parce qu'on était comme une trentaine, une quarantaine, ben des breakdancers. Sérieux? Ouais, beaucoup de graffeurs, beaucoup de. Mais Très hip-hop? Ouais, 100%, 100% c'était hip-hop, 100% ouais, hip-hop. hip-hop. Des DJ, puis Ouais. tu sais, on faisait nos shows. Déjà en 2003 ou 2004, je devais au moins avoir fait 30 shows, genre. Puis j'avais comme 18, 19 ans rendu en 2003. Putain, vous étiez à fond dedans. À fond. Puis en plus, au début, c'était sur le web, on faisait beaucoup de contacts. MIRC, Ouais. il y avait des channels qui s'appelaient Real Hip Hop, blabla. Ok. Il y avait des gens qui disaient hey, on fait un show à Ted Fairmont, on a besoin Mm. d'MCs. Alright, we here, on s'en vient. On avait loué un autobus. Une fois, on était parti, genre comme de Repentigny, comme tout le boss était plein. Gros buzz, plein d'alcool dans le boss avec nos boombox. Mon boy Radio avait son boombox avec un mic. Incroyable, Des affaires légendaires. man. Là-bas, on avait fait la première partie de Traumaturge. Ok. Le pire là-dedans, c'est qu'on a même des tapes de ça. Mon boy a encore des tapes. Shout out à Sirius, il y a une coupe de tapes. Il m'en avait montré une coupe. Puis genre, j'ai fucking genre 15 ans, là, j'ai même pas mué. Là. Mm. Genre, je suis comme, yo, what the fuck? Puis, mais yo, ça te forme là, en tant que rapper. Quand t'arrives à 19 ans, après, t'as déjà, à 19, j'avais déjà une expérience de 4 ans. Fait qu'à 20 ans, j'avais déjà une expérience de 5. Fait que quand je suis rentré dans les battles en 2009, les gens comprennent pas, j'avais déjà une expérience de 10 ans. T'sais. Bah oui. Mais justement, en fait, on va en venir au battle. Les battles, le Word Up, ça arrive très vite pour toi. Puis les voyages, genre en Europe, en Asie et tout ça, tu sais. J'ai l'impression d'avec tout ce que tu me dis que déjà dans le collectif, puis genre avec tes potes et tout ça, vous deviez sûrement être déjà dans cette dynamique de genre, je vais être le meilleur parce que le rap, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc, dès que vous arrivez là-dedans en 2009, là où des gens sûrement sont arrivés de manière très novice, vous arrivez, mais genre vous crachez du feu, genre, déjà. Y a tout ce que tu as dit au début, 100% que quand on parlait beaucoup d'être les best puis tout, puis qu'on voulait aussi compétitionner, parce qu'en 2003 aussi, déjà en 2003, donc avant mon premier démo, avant mon premier album de groupe en 2008, fait que 2003, ça faisait 4 ans que je rappais, 2-3 ans qu'on roulait avec les guys, on s'était inscrit à une compétition de freestyle battle à l'Alizé, à Montréal. Tu connais certainement l'Alizé? Non, j'ai pas connu. C'est une salle... Je suis arrivé en 2006, mais j'ai pas connu. Ah, ben elle avait changé de nom, mais Ok. c'est une salle pas mal mythique. Là, c'est en avant du Ultramar sur fucking Ontario, coin à l'est de Berry. Là, Attends. rues à l'est de Berry. Mais bon, Ouais, en tout cas. c'est sûr. Tout ça sûr pour j'ai dire que connu. by the way, j'avais eu la chance de gagner cette compétition Wow. de rap battles en beat. C'était dans la même époque que 8 Miles. C'est comme quelques Ouais. mois après, tu sais, puis on en faisait déjà beaucoup des battles avant, mais là, ça avait amené un hype encore plus. Fait que tout ça pour te dire que oui, man, on a tellement battles en guys aussi, fait qu'on était vraiment en mode se mettre en compétition réellement. Fait que quand les Word Up sont arrivés puis qu'on a vu ça dans les forums de discussion de HHQC, puis pas Franco, bien sûr, on a vu tout ça, tu sais. Puis il y avait des gars que je connaissais un peu aussi qui avaient compétitionné. Filigrane, on l'avait vu à Musique Plus, je l'avais vu une couple de fois. Fait que tu sais, moi, j'avais pas fait le premier Word Up, là, le premier qu'il y a eu, ça c'était en genre juin 2009. Puis il y a eu tellement un engouement, une explosion tellement grande, là, que l'autre Word Up, il a eu lieu 2 mois après. Fait que ça a été juin. Après ça a été août et genre fait que ça a été début septembre, l'autre Word Up, dans le même ou au mois d'août. Puis après ça, il y a eu déjà deux événements de sous-ligue. Les auditions. Incroyable. En genre octobre, il y a eu, ou peut-être même juillet. Je pense que c'est juillet même, ouais. C'est durant l'été, en tout cas, au mois d'août. Fait que 2-3 mois avant le premier Word Up, il y avait déjà la première édition d'une sous-ligue. Ben, pas d'une sous-ligue, mais d'audition. OK. Parce qu'il y avait eu tellement de gens qui avaient envoyé de messages à Word Up et à Filigrane en disant « Je veux faire du clash, je veux battle rap ». Que là, eux autres, ils ont dit « Bon, ben Chris, on va faire un autre... on va laisser les King, les MCs qui sont... Les King MCs, les MCs qui sont connus dans les... Puis on va faire une petite ligue d'audition. » Fait que moi,
à ce moment-là, il m'a dit, Filigrane, je me rappelle très bien, il m'avait dit, hey, No Disrespect, j'ai vu que tu as fait bien des spectacles, puis tu as sorti un album, mais bon, je te connais pas vraiment, fait que est-ce que tu serais down à battle justement aux auditions au lieu du prochain Word Up, t'sais? Parce qu'effectivement, là, déjà, les Word Up, il y avait eu 2 éditions et c'était quand même déjà, le niveau était haut. Puis je suis content parce que j'aurais pas aimé ça non plus, peut-être rentrer direct au Word Up. Briser la glace. Hein. Non, pour vrai, le niveau était trop haut. Je suis rentré au Word Up aux auditions. J'ai battle un dude aux auditions. J'ai battle Alien aux auditions. Puis lui, il était très, très fort. Mais je veux dire, ça, c'est en décembre 2009. Fait que la 2e ou 3e édition des auditions au Saint-Cyboire, on était un beau petit crowd. C'était vraiment nice. C'était vraiment, vraiment fly. En tout cas, bref, l'électricité était folle. Puis, mais une chance que ça n'a pas commencé contre Skills Suspecté, qui étaient déjà... Eux, ils étaient déjà très, très, très en avance de moi, point de vue battle. Fait qu'au moins, j'ai eu ça. Puis après ça, en tout cas, bref, l'histoire, elle est excessivement longue après, mais c'est le fun d'en parler de ça. Bah ouais, j'ai fait mes études à l'UQAM avec Filigrane. T'es pas sérieux? Ouais. J'ai fait des études, j'ai fait mon bac avec lui. Quoi? Bac en animation, recherche culturelle. Shout out à Philly, man. Shout out Rémi. Ah ouais, shout out Rémi Sainte-Marie. Le concept quand Philly m'a appelé. Et incroyable. On a commencé ensemble je pense en automne 2009. Donc tu vois, lui il était à fond dedans déjà, tu sais, genre il était en classe puis c'était quelques mois il après, bouillonnait, man. C'est ça, il bouillonnait. Ouais, c'est sûr. Bouillonnait. Et c'est là que j'ai connu par exemple tous les premiers. Moi je sais qu'à l'époque j'aimais bien Jeune Chili Chill. Ouais. Mais je me rappelle de toi après aussi quand même en 2010 et tout, courant 2010, je me rappelle de toi 2011 aussi, que tu étais très présent. Pas mal, ouais. Ça a été vraiment quelque chose. On était tellement passionnés aussi, mais l'esprit de compétition est devenu tellement grand. Là, entre battlers, à un moment donné, tu viens, tu montes. C'est comme la lutte, là, que tu peux générer plus d'attention puis avoir un meilleur... Ou tu t'améliores aussi sur la plume ou dans la prestance ou dans ton delivery ou de ce que tu donnes. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tout le temps, là, les offres vont être plus grandes, les adversaires vont être plus dangereux d'une façon ou d'une autre. Ça a été fou. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment pas changé. C'est vraiment de partir du bas, comme je disais, de partir des auditions. Après ça, faire 2 autres auditions après ou des hors-concours, ça avait changé de nom. Après ça, j'avais été invité à aller battle à Gatineau. J'ai battle Giroux là-bas. Après ça, j'ai battle Freddy Gloussum à Québec. Puis là, à un moment donné, j'ai battle Symphonique aussi. Juste avant Jam puis P-Dox, quand ils ont battle... Jam et P-Dox, man. J'adorais ce duo-là, man. J'adorais ce duo-là. Alpha One. Ouais. Puis, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire de high. Attends. Le blanc là dans FG. Non. Jazzy Baz. Non, l'autre dans c'est un gros blanc de mémoire que j'ai. C'est pas grave. Bah attends, je vais toutes te les sortir. Là, il y a eu FG, Jazzy Baz. Qui a eu le plus de succès, qui chantait beaucoup dans Nekfeu. Non. Nekfeu. Oui, c'est ça. Merci, bro. Nekfeu puis Alpha One, ça c'était fou. Moi j'ai eu la chance de battle juste avant leur battle. Puis c'était fou parce qu'il y avait une line qui parlait justement, moi dans mon battle, avant l'heure, je disais à Symphonique, j'ai dit il veut des jeune et plus jeune que le bœuf. Non, qu'est-ce qu'il dit en tout cas? Mais déjà, il est 2 fois plus gros que le bœuf, tu sais, comme la line de Shuriken sur Petit Frère. Ouais. Fait que là, j'avais fait cette line-là, puis ça avait vraiment bien rentré. Et après, dans le battle, justement, P-Dox, il y avait une line qui disait la même affaire, presque la même affaire. Puis là, t'as entendu une mouche voler parce que je l'avais fait juste avant. Tu sais, genre, j'avais fait genre 10 minutes avant. Pauvre qui P-Dox, ma gueule. Tu sais, moi, je me sentais mal en arrière. J'étais comme, damn, ce battle-là est international. Puis il y a une line qui rentre pas parce que, genre, je viens de la faire juste avant. J'étais comme, damn, man. Yo, je suis désolé, Maggi. Mais le battle de Philly en France contre FG, là, si tu fais une tracks avec Diams, c'est toi qui chantes le refrain. Ça, c'est incroyable, ça. Au Word Up, au 4e Word Up, ou 5e Word Up, au Bain Mathieu, c'est justement dans l'époque que Filigrane est allé. Ça, peu de gens savent ça dans l'histoire, mais au Bain Mathieu, sold out, bien entendu.
Très belle salle. Puis, ouais, folle salle pour les battles. Mm. Puis là, Filigrane a pris le mic, puis il a dit, on prend la pause avant les deux derniers battles. Il dit, mais avant, on a une surprise pour vous. Puis il me l'avait dit avant. Puis il dit, on va vous faire écouter le battle de moi contre FG au Rap Contenders. Il n'était pas encore sorti sur Internet. Wow. Fait que là, il l'a mis sur grand écran dans toute la Incroyable. salle. Puis tout le monde était comme, oh my God! Yo! J'ai pris Philly après, man. Je le shakeais. J'étais comme, yo, bro! Tu viens de tellement faire de quoi de grandiose, mon bro. T'es allé là-bas représenter tout le Québec, puis t'as kill le guy like that. De l'entourage, là, quand même, là. J'étais comme, mon gars. Je suis le boss de l'entourage. Ce battle-là, il est même pas assez légendaire pour ce qu'il devrait être. Il est déjà hyper légendaire. Je le réécoute des fois, bro. Il est même pas assez légendaire. Je le réécoute des fois. Ça représentait ce moment-là, c'est comme Hollywood. Là. C'est incroyable. Ouais. Justement, moi, j'aimerais qu'on parle du fait que les battles, ça t'a amené en Europe et en Afrique. Ah, wow. Ben oui, man. Et j'aimerais qu'on parle de ça parce que c'est quand même beau. Si ça amène à voyager, man. Donc, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus puis que vraiment tu racontes ça, quoi. Wow. Pour que ça reste, genre, en mémoire. Ça a été tellement une bénédiction là, parce que c'est un rêve là, d'aller représenter Montréal ou les Word Up ou juste soi-même. J'étais vraiment rendu à avoir fait, j'avais fait comme 3 Word Up de suite au Club Soda. Fait que, je pense même pas que quelqu'un a déjà fait ça avant, 3 Word Up de suite. Fait que, mais tu sais, vu que j'étais en milieu de carte, les trucs que je fais passent un peu plus inaperçus, même si c'est le milieu de carte de la meilleure ligue de battle au Québec exact. Et les main events de cette ligue-là. T'sais. Même là, je suis pas comme un jeune Chili Chill ou un suspecté. Je suis juste un des gars en dessous d'eux. Puis il y en a. C'est ça qui est fou au Québec. Il y avait tellement de battlers. Mais bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, à travailler fort et tout, là, à un moment donné, je trouvais que là, après ces 3 battles-là au Club Soda, j'avais fait le tour un peu. J'étais comme bon. J'avais fait 12 battles. Fait qu'à un moment donné, j'avais parlé à Donnie S. J'avais dit, oh Donnie, man, tu sais que si jamais tu as besoin de moi au Rap Contenders, I will be there. Puis Donnie m'a dit, non. Puis ben pas. Je savais que c'était peut-être pas mon tour, entre guillemets, ou que j'étais assez big pour aller au Rap Contenders, parce que les Rap Contenders étaient quand même, ceux qui allaient là-bas, il y avait eu juste Filigrane et Suspecté. Ouais. Fait que, il y en avait d'autres des gars, au moins une dizaine ou douzaine, quinzaine qui sont, peut-être pas une quinzaine, mais 10, douzaine qui mériteraient beaucoup d'y aller, tu sais. Mais quand il m'a dit ça, je dis ben oui. Il m'a dit yo, je check ça, mais je pense que justement, il m'avait dit pour l'instant, t'es pas dans nos plans, mais je garde ça en tête, puis on s'en parle et tout, respect. Puis tu sais, j'avais gardé un super bon lien avec lui, tout ça, ça m'avait pas insulté ou quoi que ce soit, it was all good. Puis ce qui est nice dans l'histoire, c'est qu'après, il y a un boy qui m'écrit, puis il me dit c'était Diego, justement, de Godier, de la Punch League, que j'avais vu émerger aussi, la Punch League, une autre ligue au Luxembourg, qui avait beaucoup de gens qui rappaient là, des Rap Contenders, justement, puis beaucoup de gens qui des fois avaient leur chance au Rap Contenders venaient de la Punch League. C'était comme un genre de fleuve de Mississippi, le Luxembourg, entre la Belgique puis la France, puis plus. C'était vraiment comme, shout-out à eux, vraiment, ligue ultra spéciale. Okay. Fait qu'il me contacte, puis il me dit, j'aimerais ça que tu viennes battle. Non, il m'a dit, Donnie S m'a dit que tu voulais venir battle en Europe. J'aimerais ça que tu sois main event à mon prochain événement contre Arcane des Rap Contenders. Fait qu'Arcane était très big dans les Rap Contenders. Puis je pense qu'il y avait eu cette idée-là aussi parce que Arcane, il est d'origine portugaise, français. Ouais. Puis moi, je suis québécois et d'origine aussi brésilienne. Fait qu'il y avait déjà une double rivalité ici, tu sais. Fait que, puis lui, il m'avait dit, j'adore qu'est-ce que tu fais. J'ai vu le battle contre Freddy Fred, contre Freddy Groose et tout. Puis, tu sais, il voyait bien aussi que ça avait du sens aussi, tu sais, faut se le dire. Là, tu sais, ça avait du sens qu'un gars comme moi qui aille là-bas. Mais, fait que, bref, ça, c'est ce qui m'a amené au Luxembourg. Et ça a été vraiment, vraiment bien là-bas. Ça m'a amené aussi à travailler tellement fort aussi sur le battle. Mais comme les autres aussi travaillaient très fort, mais lui beaucoup parce que je voulais vraiment gagner là-bas. Je pense qu'il y a eu 9 juges là, puis ils m'ont donné la victoire, thank God. Puis ça a été vraiment énormément de travail, mais en même temps tellement
tellement de trucs nice à vivre là, d'être en Ouais. Europe. Là, tu sais. Ouais. C'était la première fois pas mal en Europe pour moi. Là, tu sais. Fait que tourner une vidéo, faire des entrevues. Aller Connecté avec les des guys. rappeurs là-bas, tu sais. Exact. C'est ça. On rappait avec les guys. Tu sais. Gaiden, Godier, d'autres boys. Shout out à mon boy Jay, mon boy Dave qui était avec moi dans le voyage. Ça a été vraiment beautiful, man, pour vrai. On avait du buzz sans arrêt avec Godier. Tu sais, ça, c'est important quand même dans les voyages. Là. C'est Ouais. comme d'avoir du buzz. Ouais. Je me suis bien rendu compte à New York. Là, tu sais, c'est comme, quand Ah, on a c'est- pas. Là, à New York, j'avais plein de buzz, fait que c'était magnifique. Ouais. Mais oui, man. Puis, ouais. Ça, L'Afrique. c'est Luxembourg. Ouais. Mm. Shout out à l'Europe. Afrique, ça, c'est fou, tu sais. Puis tu vois, quelque chose qui est drôle dans l'histoire aussi, c'est que, par exemple, Godier, j'aurais. À ce moment-là, quand l'Afrique est arrivée, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est tout du positif qui amène à d'autres positifs. Bien sûr. Tant des bonnes 100%. relations à avoir. 100%. Parce qu'à un moment donné, Don Smokey-là, il a contacté Godier. Puis il a dit, yo, je voudrais faire un battle, genre en Afrique, justement à Madagascar. Puis de faire venir un gars des Rap Contenders contre un gars des Word Up. Genre Rumble in the Jungle. Ouais, clairement. No disrespect, cause Ouais. but you know qu'avec Ali puis was it? Fraser, anyways. Fait que bref, moi, l'histoire est telle que Don Smokey-là, il a contacté Godier pour ça, pour que Godier vienne battle là-bas. OK. Puis là, il se demandait qui allait demander. Je pense qu'ils ont demandé à 2 autres personnes, genre 3 autres personnes, genre Freddy Gruesome, puis je pense Suspecté, puis je pense Jeune Chili Chill. OK. Les 3, ils n'avaient pas assez leur passeport, ils n'étaient pas prêts, puis ils étaient comme yo, je suis peut-être pas down d'aller en Europe like that. Puis Gaiden aussi, il m'avait dit qu'il avait été approché pour ça. Puis Gaiden était comme man, je débarque pas à Madagascar like that. Là. Puis je peux comprendre, parce que yo, Madagascar, c'est pas un spot parce que tu veux aller battle. Là. C'est fucking Madagascar. Ouais, bro. Quand tu checks sur le web, c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. ouais. Tu sais, même si c'est dans l'océan Indien, c'est pas, mais c'est un pays d'Afrique dans l'Union africaine. Puis yo, là j'étais comme man, this gonna get wild. Là. Ils ont peut-être pas les mêmes codes, tu sais. C'est peut-être pas, tu sais. Je suis comme man, this gonna be wild. Ouais. Mais thank God. Ils Parce ont que moi, coupé la tête c'est- là-bas si des fois tu. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont demandé à la bonne personne parce que réellement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de questionnements dans ma tête. Il y en a eu un peu, mais Ouais. vraiment pas beaucoup. Tu sais, c'est juste comme, ben oui, let's go, c'est sûr. C'est quoi, tu penses, Johan, que tu vas dire non à cette. Ouais. Tu penses que tu vas dire non à ça? T'es crazy. Moi, aux orgues, let's go. Il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Là. Ouais. I'm ready to die. Tu for this verras, shit, là. tu verras en temps voulu là-bas quels sont les codes, si ça peut passer ou pas, peut-être. Exact, mais Ou, je savais tu que c'était sais. tellement légendaire que Ouais. je venais d'avoir cette carrière-là dans les battles, veux pas. Puis j'étais allé en Europe, puis que là, quelques mois plus tard, j'ai battle en Afrique, à Madagascar. Je savais que c'était tellement fou, puis ça m'excitait à un point. Tu refuses pas les opportunités de même. J'étais hein. comme, man, this is legendary. Fait que j'étais comme, Ouais. OK, let's go. J'ai travaillé, c'était contre Godier, justement, ça a été confirmé. Là. Puis, tu sais, ce qui est nice, c'est que, man, j'ai pas payé un sou là, d'un vol d'avion qui coûtait 2400 $. Le Don Smokey là, shout out à lui, là, il nous paye le vol d'avion, tout le kit. Bah C'est oui, ça mais aussi c'est tellement qui- loin là, dans c'est ça, l'océan j'étais comme, Indien. là. j'aurais pas payé 2000. Ouais. Mais même là, man, peut-être, mais j'aurais pas. Ouais. 2004, sérieusement, non. Là. Ouais. Mais tu sais, s'il m'avait dit, tu peux-tu payer la moitié? Ouais, I don't know. Peut-être j'aurais dit, oh, maybe I would. Là, mais tu sais, Ouais. ça aurait été un peu con. Je sais pas, I don't know. Ouais. Mais maybe, parce que je savais qu'aller là-bas, ça allait être fou, là, tu sais. Mm. Puis tout a été difficile là-bas parce que, ben, pas difficile au début, je dis avec les vols, parce que Godier, il s'était fait refuser son entrée parce qu'il y a un passeport argentin, mais il venait du Luxembourg avec son passeport argentin. On a attendu comme 3 heures là-bas. Quand j'ai vu Godier apparaître dans le genre de terminus qu'on attendait, j'ai fait comme, oh my God. Finally. Ça, c'était en France. Ouais. Ça, on était à Paris. On Ok. faisait une escale à Paris. Puis là, on a attendu Godier là-bas hyper longtemps, qui se faisait retenir par les douanes. Mais nous, Ouais. on avait vu Godier quelques mois avant, justement, au Luxembourg. Ouais. C'est lui qui nous avait accueillis et tout. Puis il était devenu vraiment un frère. Là. Tu sais, ce gars-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. On est très, très semblables là, sur beaucoup de choses. Puis moi, d'origine brésilienne, Ouais. lui, argentin, fait que Ouais. lui encore, il a même vécu là-bas beaucoup. Fait que en tout cas, Ouais. fait qu'après ça, je le vois apparaître un moment donné, man. Yo, quand je l'ai vu apparaître, je savais que s'il apparaissait pas, le battle n'allait pas avoir lieu. Là, tu Et comprends, ouais. tu sais. Et Il ouais. apparaît, man, wow, là, on prend l'avion, Air France, on se saoule la gueule. Shout out à Air France qui donne l'alcool gratuit. C'est comme là, c'était pas le bon moment pour nous donner ça. Là. Nous, on est Ouais. en mode festif. On n'a pas encore battle, mais on s'en va à Madagascar pour battle. Ouais, Let's c'est go. clair. Fait que moi, puis Godier, puis on riait dans l'avion parce que, tu
on savait qu'on allait battle. Puis là, il me disait, yo, fais-moi donc 2-3 lines, là. Fais-moi une coupe de phases, là. Fais-moi quelques phases, Witness. Fais-moi quelques phases. J'étais comme, non, bro, non. À un moment donné, j'ai bien fait comprendre que je ferais pas aucune line. Peut-être que j'en ai fait une ou deux. Ouais. Mais plus tard dans le voyage, à Madagascar, à Antananarivo, on était dans le centre-ville là-bas. La première nuit, on est arrivé dans un spot là, qui était le PP spot de Madagascar. C'était comme out of this world. En plus, c'est 2014. Déjà en 2023, les choses ont quand même un peu changé dans certaines places du monde. Ça s'est Mais bien là-bas, dégradé, quoi. C'était vraiment intensément... je suis allé au Brésil beaucoup. J'ai énormément voyagé. Ben, pas énormément, mais quand même beaucoup voyagé. Mais Madagascar, c'était vraiment dépaysant quand même. Ouais. Mais même là, je me sentais quand même, pas à l'aise, mais je suis comme, yo, I'm ready for this. Là, c'est good. Là, Mais des fois, on sortait. Il y a eu des soirs où on n'a pas sorti parce que les gars nous ont vraiment pas recommandé de le faire. C'est un peu le tiers-monde quand même, bro. Ouais, exact. C'est pas. That's the fucking real tour world. J'ai vu un cadavre un moment donné quand on était en autobus. Il y avait un dude qui était fucking mort avec des mouches autour de lui, ou un peu au loin, là, vraiment pas trop loin. Puis, tu sais, des affaires. Là, non, bro, c'est une autre réalité. Il n'y avait même pas, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de fenêtre là, dans l'appart où est-ce qu'on est allé, pas le spot où est-ce qu'on est allé la première nuit. Il n'y a pas de fenêtre, c'est comme fait dans d'un certain mortier fait à la main avec des genres d'ouverture dedans, que, comme l'air passe toujours. Là, les moustiques rentrent et tout. Puis là, il nous avait dit, il faut que vous fassiez attention avec la malaria and shit. La première nuit, man, thank God, Godier avait amené 2 grosses bières, 2 grosses genre Duval, d'un cadeau d'un autre boy de Mario, Charlotte à Mariovic, qui nous avait amené 2. Puis juste ça, on était tellement fatigués que juste ça nous a get un peu tipsy. Chacun dans notre lit, on avait chacun une chambre qui limite... Je te jure, quand le gars a ouvert la porte, je veux pas donner c'est vraiment pas de disrespect à Madagascar etc., parce que c'est des endroits pauvres, quoi. Mais à Antananarivo, si les gens qui viennent de là-bas, si je leur disais c'est quoi le nom du spot, ils savent, parce que j'ai demandé à d'autres guys après, malgaches, d'ici, d'autres amis que j'avais, puis il m'a dit, yo, ça c'est le pay spot. Il dit, où est-ce que vous dormiez? C'est le spot parce que les gens y amènent des femmes, genre, la nuit pour 2 heures, genre. Parce que nous, on est resté une nuit là. Après ça, j'ai dit à Don Smokey là, j'ai dit, yo, bro, no disrespect. Merci pour d'avoir pensé à nous pour ce spot-là, mais on va aller genre essayer de trouver un hôtel. Ils nous ont dit qu'il y avait un hôtel de France qui existait. Là. On va aller payer le nécessaire. Là, au moins, ça coûtait pas tant. Ça coûtait genre 90 € la nuit. J'ai pris une super chambre là-bas, moi, Dave, puis Godier. Shout out à mon boy Dave. Mon boy Dave de Montréal, d'ici, il est venu avec moi au Luxembourg, puis il est venu avec moi aussi à Madagascar. Dave Serious, qui est beaucoup impliqué dans les Word Up aussi. Il est grand, très, il est métissé, très grand, très large. Basse. Wow, bro. Incroyable quand même de vivre tout ça. Man. Puis il y avait le stress qui était difficile par contre, c'est que les deux voyages, les battles étaient à la fin du voyage. Puis ça, mais bon, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé, puis c'était parfait, parce que les battles, je les ai bien faits, je suis très heureux. Bien sûr. Mais peut-être que si j'avais eu le choix, j'aurais dit, fais les battles au début de ton voyage, puis après ça, au moins, tu vas avoir 4-5 jours, tu sais, pour chiller, tu sais. Sinon, c'est dur de chiller dans un voyage quand tu sais que tu as un battle qui met ta carrière en jeu, puis que tu espères vraiment bien faire, parce que c'est légendaire, puis tu le sais, puis tu veux vraiment motherfucking bien faire. Fait que t'as de la misère à chiller, là, tu sais. Fait que t'es comme, man, je veux pas trop me péter la face non plus. Puis en même temps, oui, tu consommes, on fume, on boit, puis veux pas, parce qu'il arrive tellement de choses trop nice, puis t'es avec tellement d'autres rappers et tout, t'as des bons moments avec des filles aussi un peu et tout. On a eu des moments tellement funny, tu sais. Puis à Madagascar, Don Smokey nous a dit, oh, lui, c'est votre chauffeur. Ça ici, c'est une livre de cheese que j'ai ramené à Amsterdam. Une livre pas de fromage, mais du cheese là, fumé. Là. Fait que du gros buzz, là, genre OG fucking couche, là, très dur. Fait que là, man, j'étais comme, yo, that's a fucking blessing. Je me rappelle que la première journée qu'on est sorti de notre première nuit à Madagascar, on a mis notre tête dehors, puis genre, c'était vraiment pas recommandé que je sorte, parce qu'on était tellement dans le hood. Il y a aucun touriste là, tu sais. Puis moi, on s'entend que ma gueule à Madagascar, elle flash un peu, là, puis Godier aussi. Puis même mon gars métis qui est vu qu'il est trop grand, il est tellement l'air d'un Américain, puis là-bas, ils sont tout petits. Exact. On était 3 extraterrestres. On a mis notre tête dehors, dans la porte, qui n'est pas vraiment une porte, mais que c'est juste comme une ouverture dans
une certaine construction faite à la main avec du mortier, etc. Ouais. Pas tant à la main, mais Ouais. c'était pas tant une porte, là, genre. Ouais, tu sais. ouais. Fait que là, genre, puis tu sais, tu voyais tous les gens qui travaillent, qui sortent avec, qui ont toutes ils traînent plein de poches de riz, puis plein de shit, puis la rue, elle roule, là, ça va vraiment vite, il y a des petites voitures. C'est comme, yo, man, j'étais à Antananarivo, dans le hood, à Madagascar, 2014, janvier. Là, on est comme, yo, les gens, ils nous regardent, puis ils comprennent vraiment pas. Ils sont comme, what the fuck are you doing? Qu'est-ce que tu fais ici? Genre? What the fuck? Fait qu'en tout cas, thank God que Don Smokey Day est arrivé à un moment donné. On l'a attendu, mais tu sais, même là, on s'entend, j'avais tellement fait de voyages déjà avant. Il n'y a pas vraiment de stress, mais il y a juste comme, on est comme, wow, man. Puis en plus, j'étais avec 2 gars que j'aime beaucoup. Tu sais, Dave, en plus, mon boy Dave, il est très grand, il mesure 6 pieds 6 environ, il est très lourd. Tu sais, puis il m'a beaucoup protégé aussi dans ma vie. Puis bref, moi aussi, on s'entend que je peux le protéger aussi. Ouais. Mais tu sais, aussi, je me sens bien parce que j'étais avec mon boy, il est très colosse, peut-être ça me relaxe. Mais aussi avec Godier, que j'aime beaucoup. Puis Godier qui est tellement expressif, puis il est comme, putain de merde, genre, il est comme, yo, tu vois ça, mais il est comme moi aussi, il est comme ultra souriant, puis il dit, mec, il me regarde, puis il dit comme, yo, mec, on est, puis lui, il répète tout ce que je viens de te dire, genre, on est à Antananarivo, mec, on est dans le putain de ghetto, là, on est là, mon gars, tu vois, on est là, puis là, il prend des photos ou n'importe quoi, puis il dit, on est là, puis il regarde des gens de loin, genre, on est là, mon gars, genre, yo, je suis sûr qu'il y avait même quelques, bref, après ça, on est allé manger, dès qu'on est rentré dans la voiture, dans la minivan, Don Smokey Day avait déjà du cannabis pour nous. Fait que déjà là, on avait roulé. On commence à fumer. Dès que j'ai commencé à être high, everything was fuck. Tout était parfait. Tout était good. On s'échangeait on parlait avec Don Smokey là. On parlait de rap. On s'échangeait des casquettes. Tout. Là, il nous amène à un autre spot. On est allé faire une entrevue dans une radio. Après ça, on est allé incroyable avec quand même. 2 journalistes qui ont fait des articles dans la presse locale et tout. Les articles étaient fous. On a fait un spectacle aussi 2 jours plus tard. On a tourné un vidéoclip que j'ai sorti en 2015 ou en 2016. Là, fait tourner avec un artiste aussi de là-bas qui s'appelle Bigatovo, qui est un des artistes les plus en vue à Antananarivo. Yo, man, c'est fou toutes ces connexions. Ça a été, ça me fait du bien d'en parler. Je suis très heureux. Bro. J'en ai parlé quelques fois. Bien sûr, il y a eu le vidéoclip. Il y a eu tellement. J'avais fait beaucoup de promos aussi avec ça dans les forums de discussion sur Facebook, Instagram un peu. Non, Instagram, dans cette époque-là, je ne l'utilisais pas. Limite, ça commençait à exister. Puis, mais Facebook, quoi. C'était cool aussi de parler avec les autres rappeurs qui étaient au Québec à ce moment-là. Il y avait tellement de rappeurs, mais on avait développé beaucoup de bonnes relations avec les autres battleurs. Il y en avait tellement qui étaient comme, what the fuck, Witness? What the fuck, bro? Il y en a qui étaient comme, man, tu vas au Luxembourg, après ça à Madagascar, man. Yo. Ouais, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Les années passent, en fait, après. Puis, qu'est-ce que tu fais entre genre... Tu sais, parce que j'ai envie qu'on en arrive à Hauteur, qui est vraiment un album que j'aime beaucoup, parce que je trouve que dans cet album-là, il y a vraiment de l'exploration. T'as exploré la manière de rapper, la manière de chanter. Je trouve que c'est un album rap, mais en même temps super moderne, voire même un peu en avance sur le temps, parce que je pense qu'un album comme ça, dans quelques années, on va l'écouter, puis sera encore très actuel, parce que je trouve que des fois, les instrus sont très old school, mais en même temps, il y a la manière dont tu rappes. Tu sais, c'est comme... Je me suis fait cette réflexion en écoutant, par exemple, du Nekfeu, du Jazzy Bass, ou en écoutant un album comme Hauteur. Je me suis dit que pour faire des choses qui ont l'air simples et épurées à l'écoute, parce que tu as beaucoup d'albums où tu rappes avec une voix quand même qui est comme très posée et tout, tu vois. Je trouve que pour faire quelque chose qui a l'air simple et neutre et un peu genre juste comme ça, très... ouais, c'est ça, très neutre en fait, où c'est que vraiment il y a énormément d'expérience derrière. Et c'est la réflexion que je me suis fait avec beaucoup de rappeurs qui ont beaucoup d'expérience. Et comme pour réussir à faire quelque chose qui a l'air simple, il y a énormément d'expérience derrière. Et j'ai trouvé que dans Hauteur, ça rappe. Il y a, je pense, 2 morceaux avec Monkey qui sont incroyables. Et
mais il y a vraiment de l'exploration, il y a des trucs plus sombres. C'est vraiment un album qui détonne dans les albums de rap québécois des dernières années, tu sais. Merci, Fait man. Ouais, mais puis en plus après il y a eu une version remix avec plein de featuring et tout. ouais. Mais déjà si on parle de hauteur en 2021, l'album pas l'espèce de réédition après, tu vois, Ouais, ouais. qui est vraiment très juste très collectif encore, tu vois. Mhm. Est-ce que c'est la pandémie qui t'a permis de faire ça ou alors à un moment donné, genre, comment, genre, après toutes ces expériences de collectif et tout, tu fais un album qui est Mhm. ton album, genre. En fait, c'est que ça a commencé, de travailler du solo, ça a commencé en 2011. Ben, en fait, j'avais toujours, bien sûr, des chansons solo. C'est des Bien fois sûr, partout, que tu je sais. gardais, que je faisais un peu. Des fois, il y avait beaucoup de chansons solo qui devenaient des chansons de collectif. Puis ça, j'aimais beaucoup ça, faire ça aussi, tu sais, en même temps. Des fois, tu le sens que la chanson devrait avoir d'autres personnes dessus, tu sais. Ouais, Des fois, tu exact. sens que non, il faut vraiment que ça soit solo, cette chanson-là. L'instrumental le mène à ça. Fait que, mais l'affaire, c'est que j'ai été supposé de sortir un album double. Beaucoup, je parlais d'un album double, parce que Ouais. le deuxième album de K2 Double, c'est en 2013, fin Mm. 2013, octobre 2013. Fait qu'après ça, je commençais déjà à cette époque-là, dans les battles, les entrevues, je parlais que j'allais sortir un projet. Puis quelques mois ou un temps après, je commençais à parler d'un projet double. Mon Mm. projet était justement un album double. Mm. Fait que j'avais sorti une couple de singles. J'avais Ouais. sorti après ça le W avec une vidéo. Est-ce que c'était juste un plan séquence? Mm. On a été un des premiers. Les gens me le donnent pas celui-là souvent, mais même avant, il me semble, même c'était avant Loud, en tout cas, ben, en fait pas il me semble, mais avant Loud et 56K, là, tu sais, avec l'avion et tout, on avait justement déjà, même un an avant et tout, bref, pas pour m'envoyer des fleurs, mais pour dire les vraies choses. On Mm. avait, puis c'était pas mon idée en fait, c'était plutôt celle de Marc-André Ménard, World Vision, qui Mm. travaille beaucoup avec Verso et Word Up, qui est derrière la caméra, un directeur de photographie vraiment bon. Déjà en 2015, il voulait faire ce genre de choses, un plan séquence très original, bref. Ouais. On avait le single justement à Madagascar, un autre single avec les Capsules Blast, tout ça pour dire que Ouais, puis il y a eu plein de singles comme Continuer à chill, tout ça aussi. ça, c'est 2020. Ouais, c'est ça. Puis, mais à l'époque, justement, de 2014, Mm. 2015, 2016, fait que j'avais un album double que je voulais sortir. Mais cette époque-là, j'ai pas réussi à le sortir. À un moment donné, quand j'avais fait un flyer, que j'ai pas release le flyer non plus. Ok. La date, c'était comme le 6 avril 2017. Puis j'en parlais, tu sais, je vais sortir un double album. Dans les entrevues, j'en savais. Puis j'en parlais peut-être dans les posts, l'album Coming Soon, quand je faisais les singles, Mm. quand je sortais les singles. Puis l'album, j'ai jamais réussi à le finir, de le mixer puis à le masteriser. J'avais fait mixer par d'autres, puis j'apprenais à mixer moi-même à un certain moment. Puis Exact. je mettais tout, j'ai tout mis là-dedans. Là, Ben j'avais oui. le studio avec Monkey, puis les gars du K6, puis Manifest, puis les gars d'Aero Bees proche d'ici, au studio justement de Giovanelli. Ouais. Puis j'ai travaillé énormément fort, puis à un moment donné, c'est juste que les tracks commençaient à être trop vieux. Tu sais, ce qui arrive souvent dans la vie d'un rappeur. Ouais. Les tracks étaient trop anciens. Ouais. Puis là, je travaillais d'autres choses. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que comment j'en étais rendu, là, j'avais dépensé plein d'argent, plein de temps, deux ans de travail. Puis là, des fois, je tweakais les chansons, j'ajoutais des affaires. Des fois, je rajoutais une chanson. J'en ai une, mais à un moment donné, ça n'arrêtait plus. Puis là, j'avais l'autre album de K2 Double qui commençait à se former et tout. Ouais. Fait que là, j'étais comme, man, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pris la décision. Tu sais, à un moment donné, j'en étais rendu là. Bon, ben yo, l'album double, va falloir que tu l'oublies. C'est plus le moment de le sortir. Si tu le sors, ça va même pas être bon pour toi. Tu sais, vu que le son est trop vieux, les gens Ok. vont juste s'attendre à du nouveau. Fait que je dis, mets ton temps sur l'album de K2 Double, le troisième. Fait que ça, c'était en 2017, justement, que j'ai pris la décision de ne pas sortir l'album double. Puis ça a pris quand même encore 2-3 ans de travail sortir l'album de K2 Double, le troisième, qui est Original Gamblers. Que ça, on a été vraiment... Ça a vraiment fait du bien sortir ça. Tout le collectif, Full Effect, Très cool, des man. vidéoclips. Très, on, très cool. on a fait comme 7-8 vidéoclips, ben des shows, ben des entrevues. Mm. Tu sais, ça a été le fun. Moi aussi, je voulais que mes boys aussi vivent des belles choses reliées à ça, tu sais. Bien sûr. Que ça soit nice. Puis la pandémie est arrivée, mais je commençais déjà à avoir quand même beaucoup de matériel solo aussi de côté. Mm. Après l'album de K2 Double, justement, Ben en oui. 2020. Puis à un moment donné, justement, là, je voulais sortir l'album double en mode Lost Tape. Mm. Puis justement, c'est Monkey qui m'a dit, man, sérieux, je pense pas que c'est le bon moment de sortir ton Lost Tape. Tu sais, on parle beaucoup de musique, moi et lui, quand on se voit, Ouais. on se monte toutes nos chansons, etc. Puis il m'a dit, man, il dit, garde, t'as comme 5-6 chansons là, que tu m'as montrées, là. T'en as quoi, là, 5-6, là? Il y en a peut-être une qu'il faut que tu finisses. Puis tu m'as montré 2 autres beats là, avec des refrains que tu as commencé. Il dit,
Il dit, bro, tu pourrais peut-être prendre ça puis faire un album. Tu sais, puis là, j'étais comme, man. Là, j'ai réfléchi puis je trouvais qu'il avait raison. Tu sais, j'étais comme, man, merci, parce qu'effectivement, c'était peut-être pas le bon moment pour sortir l'album double en mode Lost Tape, vu que j'ai du matériel quand même. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, mais toutes mes vacances dans ma vie, moi, ça a toujours été des vacances de travail, ça a toujours été faire de la musique à fond. Là, tu sais, fait que là, j'ai réussi à prendre un bon 3 semaines de congé, puis à juste m'immerser comme un malade mental, genre en février. Prendre le temps d'y réfléchir. Exact, février 2021, genre comme justement au début de la pandémie, mais je travaillais aussi à ce Ouais. moment-là, je travaillais pour une banque, fait que tu sais, on était service essentiel, j'ai jamais eu un congé, moi, à cause de la Ah ouais, COVID. ok, d'accord, ok, Ça a ok, juste à ok, donner ok. même. Parce que tu sais, quand je commençais à Rex, ce projet-là, j'avais déjà au moins comme 7-8 chansons de commencer, Ok. au moins, tu sais. Puis ça a été vraiment super le fun de juste comme terminer un album, de prendre tout le matériel que j'avais, parce qu'il y avait mes guys justement de K2Dub, Right, aka H&R, qui a fait des productions pour Raccoon aussi, puis Stan avec Manu Militari, etc. Bref, puis HB qui a produit beaucoup aussi. Puis tu sais, il m'envoie beaucoup de bons beats que moi j'aime beaucoup. Tu sais, fait que je commande. Fait qu'à un moment donné, ce qui était le fun, c'est de sélectionner, commencer à travailler les maquettes, tout ça. J'ai passé 3 semaines, tu sais, tellement fou, mais puis après ça, l'année a été longue aussi à mixer le truc, puis à le masteriser, puis à le faire mixer avec justement Sadamos. Au début, je voulais le mixer moi-même, c'est lui qui l'a mixé à la fin, puis ça a été je suis très heureux de cette décision-là. Puis, fait que pour répondre à ta question, non, c'est pas à cause de la pandémie, parce que réellement, je travaillais aussi. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu de pandémie, l'album aurait été pas mal là aussi. Ouais, ça a changé, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a eu un effet dessus, parce qu'il y a eu des sessions qu'il n'aurait jamais pu avoir. De toute façon, on s'entend que quand il y a des choses aussi disons qu'il y avait des gens qui avaient peut-être plus de disponibilité. Ouais, exact. C'est sûr que ça a eu un effet grandiose, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais en mode sortir des albums, sortir, il y avait ma vie, c'est le rap là, puis là je commence un peu à pouvoir me libérer du rap après 24 ans là, un peu des fois essayer de faire d'autres choses sans penser à ça, mais habituellement dans les 24 dernières années, même quand j'étais en voyage ou j'étais avec la famille ou etc., avec des filles ou n'importe quoi, j'ai toujours le rap en arrière de la tête. C'est clair, man. Mais c'est clair. C'est comme yo, je devrais comme un sac à dos, bro. Je devrais pas être au Brésil ou à Cuba en train de chiller ici ou en Équateur, parce que j'ai genre 39 chansons là, qui restent à finir dans mon ordi. Puis des fois, quand je m'en vais en voyage, j'amenais des clés USB avec tous mes projets dessus au cas où ma fucking appartement part en feu, man, pendant que je suis pas là, man. Sérieux, bro? Mais non. Des fois, je m'en allais au chalet avec la famille pendant genre quelques des sauvegardes jours. de sauvegarde, genre? J'amenais mon disque dur au cas. Tu me niaises. J'ai tellement de travail, j'ai tellement d'années de travail là-dedans. Si jamais il fallait que genre mon appartement brûle, this can't be. Là. Ça fait que je ramenais des backups tout le temps, tous les voyages, man. Yo, c'est incroyable, sérieux. C'est ça, fait que l'album solo est arrivé comme naturellement aussi. Ouais. Il y avait tellement de chansons que j'avais commencé, puis il y en a tellement eu que j'ai écrites, que j'ai faites, puis que j'ai enregistré, puis que ça donnait pas ce que je voulais. C'est ça qui est fou, c'est que ce qui est le fun aussi, c'est la musique que je sors, c'est la musique que je trouve que je suis bon dessus, tu sais, ou moins que je me trouve, tu sais. Il y en a tellement d'autres que j'ai travaillé que c'est cool aussi, ça m'a vraiment donné plein de feelings, puis ça a été vraiment nice de travailler tellement de beats incroyables, mais que des fois, je trouve que je suis pas assez bon sur le beat. Fait que je suis comme, man, ça va pas se donner, tu sais. À un moment donné, dans le processus de création, d'enregistrement, à un moment donné, je l'abandonne, la chanson, tu sais. Puis man, la version remix incroyable, là. Man, putain, on retrouve remix, Nasbrock, DJ Manifest, Farfadé, DJ Org. Ray, Roughneck. Sauce, moi j'adore Sauce, man. Je devais le recevoir ici, mais finalement, ça s'est pas fait, mais... Ben oui, quelle histoire aussi, man. Ouais, grosse histoire, man. Ben oui, avec le Casse-Croûte. Casse-Croûte, c'est un groupe qui a un collectif qui ressemblait au nôtre, mais eux, ils ont encore eu plus de retombées puis de succès. Tu sais, Casse-Croûte, ils ont vraiment marqué le rap québécois d'une façon létale. Ouais. Sérieusement. Monkey, Ray. Fait que l'auteur, ça a été vraiment quelque chose de spécial pour moi parce que, tu sais, j'avais comme justement sorti 3 albums avec mon collectif, ce qui m'en donnait, j'étais très heureux de ça, mais j'avais pas sorti mon album double, tu sais, puis même si ça n'a pas été... Ça faisait 20 ans, bro, 20 ans, t'imagines? Exact, fait que quand j'avais vraiment, puis j'avais fait des copies physiques avec, je me suis dit, c'est mon premier album solo, c'est sûr je mets les lyrics dedans, tu sais, fait qu'il y avait les lyrics dans les copies physiques, excusez-moi. Ouais. Puis le lancement a été bénédiction totale. C'était entre deux... ça a donné comme ça, man, entre 2 confinements. Il y a eu comme un 3 mois, une fois d'ouverture, puis ensuite il y avait eu un autre confinement en 2021. Fait exact, ils avaient ouvert l'été, en novembre, justement, il y a 2 ans en novembre,
C'est là que j'ai fait mon lancement au West Shefford, puis ça a été, bro, c'était plein. Tu sais, tout le monde était, les gens sont tellement venus me supporter ce jour-là. J'en ai pleuré le lendemain. Ouais, ouais, vraiment, ouais. ce genre de choses-là dans la musique, ça vaut cher en tabac. Ce genre de support de ta ville, tu sais, ça là, c'est ça incroyable. n'a aucun prix, tu sais, Ouais. c'est vraiment c'est spirituel parce qu'après ça te fait vraiment réfléchir aussi sur Ouais. qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que la musique elle t'apporte, est-ce que tu le fais pour ça ou est-ce que parce qu'en même temps tu veux pas non plus, on est déjà, moi en tout cas j'ose espérer que je suis une personne qui aime pas tant l'attention puis qui est modeste, Ouais. etc. Tu sais, puis, Ouais. tu sais, des fois tu te dis puis ça peut Un peu low-key. ouais, puis tu peux ouais. développer aussi des fois le goût d'être vu, tu sais, mais en même temps des fois je suis comme est-ce que je veux être vu, tu sais, je veux pas être vu parce que je veux être vu. Je veux Ouais. être vu parce que j'ai quelque chose à dire puis Ouais, parce que j'ai exactement. du rap à faire, tu sais, ou je veux montrer des skills, ou Ouais. je veux au moins m'exprimer, sinon, tu sais, pas être vu. Puis Montrer mais ça, un art, tu sais, une maîtrise ouais, d'un art, tu sais, exact, montrer le craft, exact. pour lequel tu as un énorme respect parce qu'il est né dans les années 70 à fucking New York, genre, tu sais. 100%. Puis ça, c'est drôle que tu dis ça, parce Ouais. qu'effectivement, un de mes buts, moi, en fait, ça a toujours, comme connaisseur disait, je vais sentir comme respect quand les heads, ils vont freeze ma cassette. Dans le sens que moi, vraiment mon but, c'est de faire en sorte que un des buts, c'est sûr que m'exprimer puis de décrire qu'est-ce que j'ai envie puis me faire rire moi-même ou me toucher moi-même ou me toucher moi-même. passe. Ouais. Mais everyday, baby. Mais non, mais tu sais, de travailler cette musique. Bref. Ouais, On ouais. pourra en parler longtemps, man. Ouais. Sérieusement. Ouais. L'album auteur, man, ça a été ça. Après ça. C'est un très très bon album, bro. Merci. Puis vraiment, Merci. je te le dis, quoi. Parce Merci. que je l'ai écouté, puis je l'ai remis une deuxième fois, puis je trouvais qu'il y avait tout, en fait. Parce qu'il, Merci, tu sais, man. comme il est vraiment, genre, éclectique. C'est vrai qu'il l'est. Il Je suis est content que tu le éclectique. dises parce qu'effectivement. Mais c'est ça, c'est quand je travaille de la musique, c'est comme j'aime pas quand je fais des flows, puis des fois il y a des gens qui vont dire que j'ai des flows semblables, mais bon, moi en tout cas à mon oreille, quand je fais un flow qui est très semblable à une autre chanson, ça me plaît pas tant. Ouais. Puis là je suis comme là des fois je check le BPM, puis là c'est le même BPM que l'autre beat, puis là je commande, puis là c'est le même beatmaker, puis des fois dans les beatmakers ou dans la même batch de beats qu'ils vont faire, des fois il y a des beats qui se ressemblent, tu sais, fait que là je suis comme man, le beat est légendaire, mais tu sais ça se ressemble trop à l'autre chanson, tu sais. Puis là, c'est pour ça, dans cet album-là, il y a des productions qui dataient d'au moins 5-6 ans aussi, des beats qui dataient de 5-6 ans, ou d'autres qui étaient très nouveaux. Puis ce que j'aime, c'est vraiment ce qui me drive, en fait, pour finir une chanson, ce qui va vraiment me donner le goût de la finir, puis d'aller jusqu'au bout du processus. C'est justement que je me suis mis au défi, puis que genre, je trouve que je pète le beat, je trouve que le beat est difficile, ou du moins que je shine sur la chanson. Ouais. Vraiment, elle a une grande signification pour moi de comme, c'est une réussite, c'était un défi, c'était un combat, puis je l'ai vraiment, genre, je suis comme, wow, man. Ouais. À chaque chanson que je réussis à finir, ou que je fais, que jusqu'au bout du processus, justement, pour que cette chanson-là, je la sorte officiellement, il faut absolument que je sois debout dans mon studio ou ailleurs, puis que je sois comme abasourdi de comment je trouve que c'est bon. Okay. Puis je sois comme, man, I'm gonna get rich with this shit. Ouais. Puis je suis comme, aïe, tu sais, comme quand on réussit à vraiment comme imaginer les flows, puis là après ça, à écrire sur les flows, à prendre puis à vraiment créer la chanson, puis des fois on change de concept dans le milieu de la chanson, puis en venir à quelque chose, puis à un moment donné on a le concept qui arrive, puis on savait qu'il y avait de quoi faire avec ce beat-là, parce qu'on était en amour avec le beat, puis je veux faire, puis qu'on savait qu'on avait des flows en tête, etc. Puis en plus, là, ça, c'est des moments souvent, la plupart du temps, tout seul dans l'appart, tard, au bout de jour, rideau fermé, bien sûr, il y a un peu de consommation, mais au moins, c'est juste de l'alcool et du cannabis, puis tout, tu sais, puis c'est des beaux moments, man. Ça amène à faire un type d'album comme ça, tu sais. Puis effectivement, tous les beats sont différents l'un de l'autre. Vraiment. C'est très éclectique, effectivement. Ouais. Si tu devais me faire un petit top 5 d'albums. Ben, 36, on l'a dit. Ouais. C'est sûr, l'école du micro d'argent à IAM. Fait que c'est pas US, mais je vais vraiment y aller large. Ceux que j'aime, ils sont. Vas-y, International. Il va y avoir Dogmatic, La Force de comprendre. Ouais. Je l'aime d'une façon particulière. 51450 dans mon réseau de Sans Pression. Je l'aime d'une façon particulière. Ouais.
Apéro de connaisseur, sûrement. Sûrement aussi, je vois vraiment, lui, c'est ma plus grande influence de rap d'ici, de rap keb avec Sans Pression puis Domatic, mais connaisseur sur la plume. Après ça, il va avoir Dog Fodder de Snoop Dogg. Ok, c'est intéressant que tu dises Dogfather et pas Doggy Style. Non, Doggy Style, c'était pas mon époque. En 95, j'ai commencé à écouter du rap. Fait, ouais, c'est 93. C'est ça. Fait que 96, c'est Dogfather. Puis personnellement, moi, je préfère Dogfather parce que j'ai un attachement plus différent à Doggy Style. C'est motif, ouais. Même si Doggy Style, sacrément, cet album-là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Dogfather est très bon quand même. Mais Dogfather, c'est qu'on dirait que c'est un Snoop qui était... Puis Snoop il était plus en contrôle. C'est lui, Snoop, qui est en contrôle de l'album à ce moment-là. C'est pas Dr. Dre. Exact. C'est lui qui est executive produce. Même si c'est marqué Suge Knight en bas de l'album, on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est Snoop qui est au contrôle de cet album-là. Parce que c'était son dernier album sur Death Row, là. Exact, son deuxième. Ouais. C'est tout simplement son deuxième. Donc, c'est lui qui est au contrôle de tout. Et on sent un Snoop qui est plus, justement, au début de sa nouvelle carrière, After Death Row, qui est au début d'une nouvelle plume aussi, qui est peut-être moins G-Funk, qui est pas G-Funk. Exactement. qui est aucunement G-Funk. Qui est comme Gangsta Capone de Corleone, que Snoop Dogg commençait à être vraiment dans cette vibe-là. Puis ça a continué longtemps, cette vibe-là. C'est cool que tu parles de cet album. Il y a eu All Eyes on Me. All Eyes on Me. OK. Un peu plus tard, mais non, je dirais même Better Days de Tupac. Better Days en 2002. OK. 2002, l'album double Better Days, ça c'était tous des recordings de quand il était dans Death Row. C'est un album double qui est juste comme... Cet album-là m'a fracassé d'une façon juste comme inattendue. J'avais comme 18 ans, puis... ça, c'est comme genre que des outtakes, non? Hein? Ça, c'est que des outtakes? Non, c'est beaucoup de... Non, en fait, on le sait pas. Tupac, on ne sait pas en fait s'il avait après, il aurait voulu la sortir ou non, cette musique-là. Mais en fait, pour beaucoup de gens, oui, parce qu'en fait, c'était les outtakes de justement des tracks qui n'avaient pas terminé. Puis on sait c'est quoi entre artistes. Des fois, on commence un track, on pense qu'on... Habituellement, si on a travaillé le track, puis on le rec, puis un gars comme Tupac, prodige comme il était, puis on l'a bien entendu dans ses outtakes, entre guillemets, il y avait vraiment de l'or en barre là-dedans. Là, il y avait... mais l'album Better Days, quel autre album? Cypress Hill, Temple of Boom. Cypress Hill, j'adore Black cet album, Sunday. il est incroyable. Beastie Boys, c'était-tu Ill Communication? Non, comment? Fuck. Comment il s'appelle l'album de Beastie Boys en 1995 quand... il y a un gars, c'est en noir et blanc, c'est Ill Communications. En tout cas. Avec Sure Shot? Ouais, c'est ça. Ça, j'ai commencé mon secondaire en faisant supplé sur mon boombox, cassette, le matin, première journée de mon secondaire. J'ai écouté cette chanson-là, c'est incroyable, ça. Fait que ça, c'est ces albums-là, je pense, qui me tiennent le plus à cœur, qui m'ont le plus influencé. Je les ai vraiment nommés. Il y en a d'autres après, mais tu sais, après, c'est comme après, il y en a trop. Je les tiens plus au même, je les tiens plus au même niveau. Puis Best MC US. C'est sûr que je vais dire que c'est Tupac. Tupac pour moi représente. Mais c'est pas si difficile parce que Pac aussi, toute la légende autour va influencer aussi la façon qu'on va écouter sa musique. Fait qu'elle peut. Mais même sans l'influence, parce que déjà là, en 2002, la première fois que j'ai entendu Better Days, justement, c'était à Noël, j'étais un peu drunk, puis je revenais d'un chillin' avec mes boys. J'ai mis l'album parce que mon frère me l'avait acheté. Une grosse histoire, vraiment nice. Shout-out à mon frère. Des fois, on s'achetait des cadeaux entre frères. Shout-out à ton frère. On s'achetait habituellement du rap, tu sais. Puis... quand j'ai entendu cet album-là, au moins, j'avais 17-18 ans, je parlais un peu mieux anglais, tu sais. Fait que là, j'ai vraiment bien compris, tu sais, ça m'a vraiment frappé. Fait que j'avais commencé, je pense que j'avais mis le CD2 au lieu du CD1, fait que ça frappait encore plus fort. Parce qu'au début, c'était My Block. Puis ça, c'est un des seuls tracks qui n'est pas du era, justement, de Death Row. C'était My Block remix avec les enfants qui chantent dans le refrain. Puis les lyrics de Pac, en plus, c'est des 24 ou des 32 bars, puis il y en a 4. C'est 4 verses de comme 1 minute 30 chaque, genre, c'est comme ça. Si dans cette époque, tu sais, fait que si pour répondre à ta question, bro, réellement, Tupac est vraiment le gars qui m'a le plus impressionné, point de vue lyrical. Puis il y en a des fois qui vont dire que Pac n'est pas lyrical. Puis genre, tous les fans de Pac, on est comme, man, les gars, faut que vous écoutiez les bonnes choses, sinon, je sais pas, là, mais yo, pour vrai, sinon, je sais pas c'est quoi le lyrical. Là, et si tu devais choisir entre Me Against the World et Strictly for My N-Word?
Wow, ça serait Me Against the World. Ok, Mia, Ouais. j'ai tellement Parce que- un amour pour Me Against the World, Oh, bro. man. Puis est-ce que Je trouve tu que la sais- prod est folle, Ah, man. puis j'ai appris récemment que Me Temptations Against et the tout. World Ouais. a été terminé avec Tupac au téléphone en prison qui écoutait les sessions au studio dans le téléphone. J'ai appris ça dans une entrevue il y a de ça 2 mois, même pas. Ok. Fait que l'album, parce que Tupac en parle dans une autre entrevue, il disait justement, fait que l'album il était presque fini, mais dans le fond, il a été terminé en prison. Au téléphone. Ouais, parce qu'il y a eu toute l'affaire où il a été enfermé. Ouais, ouais. Ça rajoute de la légendarité au Ouais. projet, mon gars. Il est incroyable, cet Ouais. album. Hein. Mais Strictly for My N-Word Ouais. aussi, man, il y a Ouais. vraiment des affaires. Là, tu sais, là-dedans, il y a justement... Il y a la chanson avec Ice-T et Ice Cube, bro. Ouais. La session studio, Ouais. Il y a où il y a- Violent, où il y a Ice Cube, non, Violent, ouais. il y a Ice-T, Ice-T et il y a c'est Tupac. incroyable, ça. Five Ice- Deadly Venoms. Ice-T qui est le OG de Ice Cube Mm. et Ice Cube qui est le OG de Tupac. Hey man, c'est vrai que dans un sens, Ice-T est le OG de Ice Cube. Ice-T est le Ben oui, OG de Ice Cube, Ice-T mais est le OG bah oui. de tout le monde. Mais Ice-T est le j'avoue OG que, de tout le monde, man. NWA ont commencé après Ice-T. 1987, Ouais. Rampage, Ice-T, man. Je pense que 87. 86 même. Hey man, Rampage, avec dans sa voiture, dans son 6-4, man, ou je sais pas quoi, man. Aïe, Ice-T, man. J'espère que j'ai une cassette d'Ice-T, man. Je pense que Ouais. je suis en train de me demander, putain, man, je pense que j'ai peut-être pas de single. Moi, je suis un d'Ice-T, man. gros fan de Ice-T et c'est le plaisir que j'ai à chaque fois avec J7 de parler de Ice-T parce qu'il l'aime beaucoup aussi. Man. Ice-T, ses lyrics sont tellement bien vieillis. Ah ouais, ouais. Ice-T, pour vrai, là, Ouais. c'est le meilleur de tout, genre, de 1980, genre. Ouais. Du début du rap, je vais dire de quoi d'ultra intense. Du début du rap jusqu'à genre 1980, genre 9. Ouais. Je pense qu'en rétrospective, Ice-T a les lyrics que je juge les plus dope. Yo, pour vrai, là, Ouais. quote me on that. Ouais. Parce que il est tellement gangsta, don't give a fuck. Il parle tellement de real stuff direct, flanc dans tes dents. Ouais, man. Puis en plus, avec des bonnes rhymes, puis avec un swag justement des années 80, que quand on le réécoute de nos jours, ça me donne encore plus le goût d'en l'écouter. Vraiment, Ice-T. L'album wow, OG, shout out. Original Gangster, man. J'invite tout le monde à aller l'écouter parce que c'est incroyable. Là. Ice-T, là, c'est tout. Puis tu sais, tout quand- toute quand- une chose. l'album Home Invasion où la pochette c'est un petit garçon blanc genre qui se fait influencer par une tornade de culture black. Yo man, Ça me cette dit pochette quelque là chose, je me bro. rappelle plus. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est un ouais. petit garçon blanc qui est dans sa chambre. Avec une tornade de blackness qui arrive. Oui, avec une tornade This genre is et crazy, de j'adore Public ça. Enemy et tout man. Attends, Oh attends. man, c'est bon. Wow. Non, Home Invasion man, Home c'est Invasion, j'avais une c'est autre pochette en incroyable, tête, bro. Mais wow. Oh man. Ouais. Attends, il faut que je te montre ça Mais là. tu sais, il y a d'autres artistes qui sont vraiment excessivement, tu sais, des rappeurs qui sont fous. Ah oui, je la connais. Ben oui, cette pochette-là, j'avais Man, jamais il a son réalisé. Walkman. C'est vrai, là je me rends compte, c'est vrai, t'as raison. j'avais Il a son oublié. Walkman avec Ben oui, un ben collier oui, ben oui, africain, ben oui. avec un livre de Malcolm X à côté, une cassette de Public Enemy. Tu sais, Ice-T, vous savez, il il est s'est fait fucké, bannir man. à cause de Ice-T qu'il y a des parental advisory Exact, sur les albums. Exact, C'est à man. cause d'Ice-T. Mais oui, il c'est à me cause semble. de Ice-T, C'était man. fou, là, tu sais. Moi, j'écoutais pas du rap dans ce temps-là. Je l'ai appris plus tard en voyant les documentaires. J'en ai tellement écouté des documentaires. Six mon and Dieu, the money des police livres. are my door. Oh man, Ouais. c'est fou. Puis Ice-T, tu sais, justement, quand on le voit raconter son histoire dans les podcasts, il est tellement bon et généreux. Puis tu sais, il est tellement real, là, tu sais, Ouais. ce gars-là, man. Il est Tellement vrai, man. 100% authentique. C'est beautiful, man. Ouais. Oh, man. Mais il y a d'autres MC, c'est tellement fort. Mais des fois, c'est comment je vais juger un MC. Je pense que ça devient aussi au fait de il faut que la personne, elle me bouleverse un peu. Ouais. Si je veux vraiment le mettre dans une catégorie de genre he's the best, genre, là, Mm, parce que ce qu'on fait, c'est de la musique, puis en même temps, il faut que ça résonne en quelque part. mm. Tu peux bien être le meilleur à faire le meilleur verse ever sur papier, mais si le monde, il l'entend live ou qui t'écoute, comment ils vont réagir? Mm. S'il faut qu'on prenne une pause de 15 minutes parce que des gens sortent de la salle en pleurant parce que c'est fucking deep, puis genre, il faut qu'il y ait une pause, justement, ça frappe trop fort. Mais tu sais, contrairement à un lyrical qui va être comme Bomb Atomically, Socrates, ça c'est fou aussi, là. Ça m'a fait, Ouais. tu sais, je casse ma tête sur des murs. Mais il faut mettre une différence entre justement devoir prendre une pause
limite avoir le goût de pleurer, puis genre ça te fait penser, puis ça t'inspire, puis t'as quasiment le goût d'écrire aussi, que I Bomb Atomically. Puis c'est le meilleur exemple que je peux faire parce que c'est le meilleur verse qui existe au monde. Ouais. C'est comme c'est le meilleur verse que j'ai entendu de ma vie. Ouais. Fait que, mais il y a une différence entre ça, puis Pac qui parle qu'il veut se suicider ou d'autres guys qui vont mettre Ou All I see was my mama's ass. Puis, qui arrête pas de dire que genre il va mourir bientôt, quoi, tu vois. Des trucs du genre, tu sais, que des fois, puis de la façon, c'est que aussi, c'est pas mal écrit, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment d'une plume très, 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 très affinée, affûtée. Moi, il y a Tu sais, 2 albums que j'aime énormément dans le rap, beaucoup. Le premier, c'est Machiavelli. Parce que Machiavelli, en fait, il l'a fait sans savoir qu'il allait mourir, mais en même temps, c'est tellement un album qui est genre, il parle que de ça, en fait, tu vois. C'est incroyable, puis je trouve que c'est des chansons tellement puissantes. Shout out à Lil Deezy, que tu connais certainement, qui me parlait de cet album-là il y a 2 jours, puis qui me quotait des lines de Tupac de l'album que j'avais littéralement oublié, tu sais. Puis vraiment, faut aussi penser, c'est fou que les 2 plus grands du rap, veut pas, entre guillemets, c'est Tupac et Biggie, on va se le dire, je pense que c'est peut-être les 2 plus grands, entre guillemets, je pense, c'est les deux grandes légendes, là, je pense qu'on s'entend là-dessus. Et que Pac est mort, puis son album après, il y avait une croix de lui sur lui comme Jésus, puis l'album s'appelait The 7-Day Theory, Machiavelli, The Don Illuminati, 7-Day Theory, puis il est en mode comme Jesus. Ça évoque vraiment la mort et une résurrection, on s'entend, tu sais, Jesus. Et Biggie qui meurt, puis son album s'appelait aussi Life After Death. Fait que c'est quelque chose de fou, ça. Alors que le premier s'appelait Ready to Die. C'est fou, bro. Fait que tu sais, quand t'es jeune aussi, puis tu vois ce genre de shit-là, puis tu vis plein de shit, tu traînes avec des boys, puis là, les vrais tanks commencent à arriver, puis tu sais, qu'on commence à devenir ado ou jeune adulte, puis tout. C'est fou, man. Le rap a eu un impact, tu sais, comme... des fois, c'était comme un intertwine entre genre que ça m'influence, puis que moi aussi, j'influence. Ça faisait vraiment partie de ma vie, puis de bien d'autres personnes aussi, que le rap a vraiment fait comme, man. Puis il y en a tellement encore de cette génération-là. Comme les gars d'End of the Week aussi, que plein d'autres aussi. Puis il y en a qui continuent encore. Puis c'est fou des fois d'y penser de tout ça. En tout cas, moi, cet album-là, quand je l'écoute, je ressens vraiment énormément de tristesse. Machiavelli. J'ai comme... Ça me fait vraiment de la peine. Littéralement, genre. Ça me fait de la peine, bro. Ça, c'est un album que j'ai pas mis dans la liste tantôt, qui était parce que je l'ai entendu plus tard. Cet album-là, je l'ai entendu peut-être pour la première fois. J'avais entendu des tracks dans le Greatest Hit, en 98, que j'avais acheté. Shout-out à mon comme frère Hail Mathieu. Mary, sûrement. Mathieu, moi puis mon frère, un de mes frères, on avait échangé justement un album. Moi, j'avais donné Exhibit ou je sais pas quoi. Mais thank God que j'avais eu Greatest Hit, because it was crazy. I Get Around, j'arrêtais plus de l'écouter, man. Mais fait que les seuls tracks que je connaissais de cet album-là, c'est ça. Mais quand j'ai découvert vraiment Tupac, que je suis tombé dedans beaucoup, c'était en 2002, après Better Days. Là, j'ai acheté tous ses albums. Puis là, après ça, j'ai rentré. Ça fait que c'est en 2002. Fait que tu sais, j'étais déjà un rapper depuis 3 ans, 4 ans. C'est ça qui est fou. Déjà dans ma tête, ça faisait longtemps que je faisais du rap. Là. Quand je pense à quand j'ai vraiment tombé dans Tupac, je me dis dans ma tête, je sais que moi, je me disais à ce moment-là que le rap était tellement toute ma vie. Puis j'étais pas un nouveau rapper dans ma tête, là. J'étais vraiment un MC. Rap was my life. I was ready to die for this. D'où ma question dans l'intro. Ready to die for this. Real talk. En mode... Puis on en a vu... Shout out à Rest in Peace à Mr. Snake, à qui j'ai acheté mes premiers beats, à qui était beaucoup dans notre mouvement dans l'Est de la ville, Mr. Snake, Joe BG. Shout out à tout son parcours, Rest in Peace. Bref... Ouais, puis c'était intertwined avec Fulza aussi, avec bien des affaires qui avaient rapport avec la vie, le street, le gangbanging en tant que tel, mais tu sais que c'est pas vraiment comme c'est pas du States, là, tu sais, mais c'était vraiment ben de mes gars étaient tout dans la vente de stupéfiants ou etc. Fait que veux pas, tu sais. Puis pas à des niveaux grandioses. Là. D'autres, des fois, oui, ça devenait grand, ou etc. Mais tu sais, c'est toutes des affaires aussi qui engendrent tout ce qui est relié aussi à beaucoup
de base du rap aussi, qui est la rue en tant que telle. Fait The hustling. exact. Fait que, tu sais, il y a eu des années puis des époques de ma vie où est-ce que le rap et la vie en tant que telle étaient tellement interreliés d'une façon Mm. juste comme folle. Bah, parce Puis je sais qu'elle qu'il y a l'est. plein de gens qui étaient de même, tu sais. Ouais, C'est fou, ça. ouais, c'est clair. Comme tu dis, elle l'est, tu sais. Bah Mais oui, c'est elle bon l'est. que maintenant, ben, bien sûr que c'est pas le cas, tu sais. Puis ça a été quelques années puis après ça a resté quand même. Il y a d'autres de mes guys aussi, puis d'autres gens, bien sûr, qu'on connaît qui restent dans ces engrenages ou ces situations-là. Puis bien entendu, j'ai vu très rapidement que c'est pas quelque chose qui Ouais. me plaît ou etc. Là, tu sais, faut le faire comme connaisseur disait ou d'autres, tu sais, c'est comme faut le faire parce qu'on n'a pas le choix là, tu sais. Il y en a Exact. qui vont le faire parce que justement à un moment donné tu pognes un case là, t'as un dossier criminel là. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Aller travailler dans la fucking usine. Fait que des fois c'est ça, tu sais, des fois il y a des gars qui prennent des dossiers puis à un moment donné ils ont un casier puis là ils sont comme man, à un moment donné, on n'est pas tout le temps en train de prendre les meilleures décisions, on vit au jour le jour, puis on est comme... Il y a beaucoup de yo, bonnes jobs qu'après, tu peux plus avoir, malheureusement, tu sais. aussi, tu sais, mais je dis pas. Mais le pire, c'est que, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que je peux pas juger non plus, puis je comprends ça, mais anyway, fait que c'était très, très, très interrelié. Ça- J'espère qu'on entend la musique, même dans les micros. Puis je suis désolé, je suis un peu loin du mic. Non, mais ça va, c'est cool. Ouais, tu penses? Ouais, c'est cool. Yo, man, merci. Bienvenue, mon bro. Merci à toi, man. C'était vraiment cool de repasser sur ces 20 ans, 23 ans, 23, 24 ans. 24 ans, en fait. 24 ans, bro. Commencé à 99, fait que 24 ans. 24 ans, man. Ouais, c'est fou, man. Puis ça fait juste comme 2, 3 mois ou 4 mois que j'ai l'impression que ça s'est calmé un peu. Ouais, Puis le pire, c'est que sur papier, ça s'est pas vraiment calmé. Là. Tu sais, ouais, c'est ouais. Non, mais c'est parce que ça se calmera New York, pas. Il y a eu le truc End of the Week, New York, Ouais. tout le kit, tu sais. Oh, Non, mais ça se calmera pas aussi parce que dans la société, dans la vie, ça va pas de mieux en mieux, tu sais. Fait qu'au niveau de l'écriture, bro, c'est... Ah, c'est clair. Tu sais. C'est clair. Mais c'était intéressant de repasser sur toutes ces années-là, puis de parler du battle, puis de parler du rap, puis de parler de Kitoudou, puis aussi de shout-out tous les gens que t'as shout-out. Puis il y en a beaucoup que t'as shout-out ce soir, puis je trouve ça cool. Ah ouais, man. Yo, j'aime de, tellement tu sais, de gens. Là, dans ce game, j'aime beaucoup de gens. Man. Il y a beaucoup de gens dont leurs noms ont été cités ce soir. Si j'ai cité des noms, c'est que je les aimais. Ouais. Et donc, c'est important parce que dans ces 20 années-là, il y a beaucoup de gens que tu as croisés dans ton parcours. Peut-être que tu vois moins aujourd'hui, mais c'est important que leur nom soit mis en lumière. Tu sais. Merci, man. Merci, bro. C'était vraiment bien. Ouais. Merci à toi.